L'émission, c'est le grand soir. Je suis donc très bien entourée encore pour cet autre numéro. Deuxième livraison de votre émission pour cette semaine. Je vais commencer par les dames ce soir. Bon, les hommes vont me le pardonner. Charité bien ordonnée commence par soi, mais comme je suis une dame, je suis tentée de commencer par les dames. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle est présidente de l'association pour la défense des droits de l'homme. Elle est avec nous ce soir, maître Bertie Wami Mbatan. Nous fait l'honneur de nous accompagner pour cette deuxième livraison du grand soir. Bonne année, maître, et bienvenue sur le plateau du débat. Bonsoir, Rosalie. C'est un plaisir de nous venir, s'il vous plaît. Ça fait très très longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais vous savez pourquoi? Je sais. Et lorsque j'ai moyen de vous happer au vol, c'est toujours un bonheur de vous avoir. On le rappelle, vous militez dans plusieurs associations nationales et internationales avec un seul leitmotiv, défendre la jeune fille, la femme, en tout cas les orphelins, les personnes défavorisées. C'est votre combat au quotidien et que vous menez avec beaucoup de brio. Merci d'accepter de partager avec nous ce plateau ce soir. Je vous en prie. En face de vous, elle également, et non des moindres, les femmes de plus en plus actives au Cameroun. Elle milite au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Elle est la secrétaire générale parce que FMRC, c'est les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, ils sont bien organisés, un peu comme les autres partis politiques. Bonsoir Clémence Sindier, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tout votre panel. Bonsoir à tous ceux-là qui nous font le plaisir, les millions de téléspectateurs qui nous font le plaisir chaque jour de se scotcher au grand soir. Permettez-moi de dire bonjour comme ça là à notre président national des femmes, Mispa Awasoum, qui a pris 7 ans de prison juste parce qu'elle est allée donner des denrées alimentaires au président Maurice Kamto. Bonsoir aussi à Dorgelès qui est incarcéré toujours pour des raisons politiques à Douala. Bonsoir à tous nos amis politiques qui sont incarcérés à Kondéli et à Douala. Et bonsoir à toutes les femmes qui chaque jour se lèvent, travaillent, militent pour que les droits de la femme soient respectés. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Lui, il est juriste, Jacques-Léon Sawono. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Awono, et bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je vais saluer les vaillantes populations de la Léquier qui ne cessent de pleurer leur digne fils, Salomon Arsène Bani Zogo, que vous connaissez bien sous le nom Martinez Zogo. Et puis, je commence à croire que c'est la Léquier qui finalement paie le loup tribut. Ola Bébé qui vient aussi d'être assassiné. Presque de la même manière, c'est deux fils de la Léquier qui partent dans les conditions un peu crubles. Quand je dis un peu, ce n'est pas bien parlé parce que c'est suffisamment cruble. C'est des dignes représentants d'un département qui se font lâchement assassiner comme ça, l'un après l'autre. Ça fait froid au dos. Et la Léquier qui reste silencieux face à une telle gravité, je crois que c'est suffisamment grave pour pouvoir interpeller toute cette population que je sais vaillante, que je sais brave. Il me semble qu'il faut que la Léquier fasse quelque chose pour pouvoir s'indigner. Parce que jusqu'ici, je ne vois pas quelque chose qui soit fait par la Léquier. J'ai vu les chefs traditionnels, à un moment donné, qui ont réagi et qui après sont allés démentir ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas trop sérieux. Je crois que la Léquier a des populations assez vaillantes qui ne méritent pas d'être humiliées de la sorte. Il faut à un moment donné que la Léquier s'exprime sur cette vague d'assassinats de ces valeureux représentants à Yaoundé. Ce n'est pas beau à voir, ce n'est même pas beau à dire. Et je crois que la cote d'alerte est atteinte. Bon, j'espère que avec le mouvement qui est lancé autour de la richesse de la justice, notamment pour le cas Martinez Zogo, il y a de quoi rassurer quand même parce que ça a pris une connotation nationale et même internationale. Donc je pense que même si les chefs de la Léquier ne font pas une troisième sortie, parce qu'on risque de s'en inquiéter pour ce qui est de ce qui va être dit ce tour-là, on suppose que tout le monde est mobilisé pour voir clair dans cette affaire et que ça devrait déjà rassurer. Oui, quand je dis que la cote d'alerte est atteinte, c'est parce que après Martinez Zogo, il y a un autre qui vient d'être assassiné et dont on n'en parle pas beaucoup. C'est deux fils de la Léquier qui presque étaient dans le même secteur d'activité, de la communication, et qui se font lâchement assassiner l'un après l'autre. Ça fait une succession d'événements qui, pour moi, est grave.
Ouais. Gravissime même pour que la Ligue éprouve puisse effectivement réclamer justice pour les deux, pas pour un seul. On peut vous comprendre. On va également dire bonsoir à Jean Colles Ndifosouké. J'espère que je prononce bien, président. On le rappelle, vous êtes le président national du syndicat des transporteurs terrestres du Cameroun. Donc, tous ceux qui nous transportent là. Paraît que c'est vous qui voulez nous créer des problèmes. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Bonsoir, c'est encore un bonheur de vous recevoir. Bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir et un bonsoir particulier à nos copanélistes et surtout à cette dame qui nous accompagne ce soir. On a rarement les plateaux où nous sommes accompagnés des dames aussi charmantes et qui sont pratiquement des femmes de tête. Oui, justement. Parce que j'ai souvent, Si je les aperçois souvent, surtout cette dame. Je l'aperçois très souvent. Et elles sont des femmes semblables à Rosalie Décélé, qui est une femme de tête. Et pour commencer, je suis très mal à l'aise, Rosalie. Pourquoi? Que les questions concernant le décès de Martinez Zogo passent pour être l'équier. Ça me gêne. Martinez n'appartenait plus à un département. Il faut que cela soit su. Je viens d'apprendre que Jean-Jacques Ola-Bébé, que je suivais aussi très bien, chaque fois ce prêtre-là, qui était un défenseur des droits humains. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il passait le clair de son temps à dire des choses que beaucoup de ses homologues ne peuvent pas dire et assassiner. C'est un problème national. Si on commence à parler de l'équipe et consorts, ça gêne. Ça dilue un tout petit peu le Martin ne vous combat appartenait aussi. pas. Je le connais, Martin, peut-être même quand tu n'étais pas, tu étais à peine au collège. Il a commencé devant nous. Donc c'est une affaire nationale et le monde entier est mobile. Pas seulement le Cameroun. C'est le monde entier qui est nu sur la question Martinez Zogo. Et encore Jean-Jacques Ola-Bébé. Donc moi je dis, au moins au jour d'aujourd'hui là, nous sommes décidés à connaître la vérité. C'est pas une question de la liquide. Ça me gêne. Donc mon cher, permettez que le Cameroun pleure Martinez Zogo. Permettez que tout le monde se sente mêlé, n'est-ce pas, de cette triste affaire, de cette odieuse affaire. Donc, pour dire, je suis heureux, n'est-ce pas, d'être invité aujourd'hui encore sur ton plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Je crois que... Une seconde, Non, une seconde, je ne vais pas vous l'accorder. Une seconde. Et vous savez pourquoi je ne vais pas vous l'accorder. Une seconde. Souffrez, Une seule seconde. souffrez, monsieur Awono. C'est un débat tout à l'heure. Vous aurez l'occasion d'étaler, selon votre lecture, ce que vous ressentez. On pourra vous suivre. Si on démarre avec tout de suite, on n'arrivera pas. On est d'accord? Voilà. Donc, vous allez respirer un grand coup. Et je sais que ce sujet déclenche beaucoup d'émotions, mais il faut bien qu'on en parle par moment, malgré l'émotion, parce qu'on veut tous la même chose. Donc, à un moment donné, on finira toujours par converger vers un point commun. Mais on va démarrer cette émission en parlant des mutilations génitales. C'est de ça qu'il s'agit exactement, parce que... j'ai un peu embelli en disant mutilation féminine. L'idée était de pas trop choquer, mais il faut savoir qu'être dépouillé d'un organe dans sa vie qui nous prive du droit d'avoir les sensations qu'on voudrait avoir, c'est pas plaisant. Vous avez de quoi sourire, monsieur Ndefosouké. Mais je peux vous rassurer que si c'était banal, on n'aurait pas consacré toute une journée à cet événement. Et c'était la 16e édition hier, et c'était encore l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur un geste qui paraît anodin, mais qui, maître, continue encore aujourd'hui à tuer des jeunes filles, à traumatiser des jeunes filles et à dépouiller des jeunes filles de sensations au Cameroun. Et c'est puni aussi par la loi, quelque part. Sauf si je me trompe, maître. Voilà. Vous avez tout dit. Vous avez planté le décor. Alors, la communauté internationale, n'est-ce pas, se joint pour célébrer cette 16e édition. Vous avez vu, le thème est révélateur. Partenariat homme, garçon, n'est-ce pas, s'allier à la cause des femmes pour mettre fin aux mutilations génitales. Naturellement, tolérance zéro. C'est ce mot qui est, n'est-ce pas, crucial. Tolérance zéro, ça veut dire donc que on doit, après les sensibilisations, il faut passer à la répression. Et puis aussi, je voudrais tenir à dire que, selon un rapport de Plan Cameroun, l'État camerounais, le Cameroun est le 2e pays au monde dont le taux, n'est-ce pas, de mutilation génitale reste encore élevé. Alors pourquoi cela? Depuis 3 ans, depuis 2011 même, l'État camerounais, le Cameroun s'est jeté dans cette bataille avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, n'est-ce pas, qui engage, exhorte les États, n'est-ce pas, à célébrer cette journée, mais à se mobiliser pour y mettre fin. Qu'est-ce que l'État camerounais a fait? Ils ont posé des actions, mais ça a perdu. Pourquoi? Parce que les exciseurs, les exciseuses
Parce que c'est un problème de pratiques culturelles néfastes qui sont ancrées dans nos mœurs, les stéréotypes, la femme. C'est-à-dire que cette pratique déshumanisante, discriminatoire, on parle de violence basée sur le genre, parce que c'est la femme, la jeune fille qui subit cette pratique. Les hommes sont circonscrits. La circoncision, c'est pour le bien, mais est-ce que l'excision, c'est pour la propreté. Ça ne fait pas de mal. Oui, ça amène l'homme à être plus viril, plus fort, plus être homme. Alors pourtant, chez nous les femmes ou la jeune fille de 9 ans à 15 ans et même plus, nous constatons que c'est une pratique, n'est-ce pas, inhumaine, déshumanisant, entraînant de fortes conséquences tant sur la santé que sur la dignité de la femme, que sur son intégrité physique et même sur la vie. Donc c'est un phénomène qui encore, on ne peut pas de résurgence du phénomène. Parce que dans les zones foyers telles que dans le Logonéchari, nous étions à Gouffé, à Matam, ce sont des zones où des exciseuses, après des sensibilisations, ont juré de déposer les couteaux, mais il fallait apporter, n'est-ce pas, des mesures palliatives, alternatives. Comment on fait pour pallier ou pour apporter des mesures palliatives ou alternatives Oui, à ce ça veut geste? dire donc que de façon... On l'arrête, point final. On arrête, mais vous leur donnez quoi en retour? Il faut, n'est-ce pas? Attends, puisqu'elle gagne vivait de quelque chose cela. à le faire. Oui, elle gagne quelque chose. N'est-ce pas? Elle gagne quelque chose. L'excision, que c'est-à-dire la clitoridectomie ou bien l'infabulation, elle gagnait leur pain, que ce soit au Kenya, les hyènes ont déposé des couteaux, mais l'État, n'est-ce pas, les États se sont engagés pour les soutenir, leur allouer, les octroyer des ressources financières pour pouvoir se mettre à leur propre compte. Donc, je veux et changer comprendre, d'activité. maître. Donc, elle coupe les organes des femmes pour les rendre radicalement frustrées et tout ce qu'on veut avec, Voilà. insensibles, et Insensible. on les paye. Et puis elles sont payées. Donc, pour qu'elles arrêtent de couper, on doit leur trouver de l'argent. Donc, pour qu'elles arrêtent de couper. Et voilà donc que, puisque elles n'ont rien reçu en retour, comme alternative, comme compensation, elles sont revenues à ces pratiques-là, de façon clandestine. Oui, secrètement, elles le font. Donc, cette activité n'a pas pris fin. Au contraire, il y a une forte résurgence de cette pratique, n'est-ce pas, inhumaine. Mais malgré la pléthore des instruments juridiques consacrés sur le plan international, régional et même national, vous savez que le nouveau code pénal, n'est-ce pas, punit sévèrement ces articles 277 et subséquents, tout acte, n'est-ce pas, ils écrivent mutilation génitale, c'est un crime, ça va de 10 ans jusqu'à 20 ans. Et même si la pratiquante se livre à cette pratique à des fins commerciales, l'emprisonnement va jusqu'à vie. Et puis, Mais pourquoi on ne peut pas les enfermer toutes et après on passe à autre chose? Vous savez que Ce serait facile, dans un non? pays où la prévention prime souvent sur la répression, c'est aussi important. Punir n'est pas toujours la solution. C'est pourquoi les actions de sensibilisation, des plaidoyers, des causeries, des formations restent encore de mise. Nous devons axer sur la sensibilisation pour pouvoir faire taire ces pratiques-là. Monsieur Ndefosoke, Oui. nous souffrons à tous les niveaux. Vraiment, nous souffrons. Donc, on est tous bien fabriqués. Et après, il y a des femmes qui trouvent que leur boulot, c'est de venir nous rendre mal à l'aise. C'est-à-dire, après, on se retrouve, tout ce qu'on fait, on sent rien. Et on va nous accuser de tout, de nymphomanie et tout ce qu'on veut. Et pourtant, on nous a prédisposés à cette situation. Bon, aujourd'hui, on dit qu'on doit s'associer avec vous pour livrer ce combat. Vous-même, vous êtes d'accord qu'on nous dépouille de cet organe-là? Déjà, a priori, non. Ah. Mais déjà, il faut dire, vous savez, j'ai une culture de Vous sociologue. savez pourquoi je pose la question Non. de cette manière? Parce qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup soutenu par les hommes qui trouvaient qu'une femme qui n'avait pas, excusez-moi, c'est le nom, le clitoris, elle ne ressentait pas beaucoup, donc du coup, elle n'était pas infidèle, elle était fidèle, Très bien. elle se contentait Très de son bien. mari parce Très qu'elle n'avait bien. aucune sensation. Très bien. Donc du coup, jusqu'ici, ça a été beaucoup soutenu par les hommes. Très bien. J'y arrive. Ouais. J'ai une culture de sociologue et pour apporter une solution à un problème, il faut le comprendre. Ouais. Il ne faut pas le poser juste sur un angle émotionnel ou bien sensationnel. Parce que l'excision participe, n'est-ce pas, d'une culture. Il y a forcément un peuple qui, à un moment de son histoire, a pensé que priver la femme du clitoris était bon pour leur culture. Et je ne pense pas que c'est arrivé comme ça ex nihilo. Vous savez, dans le monde moderne, on parle des femmes de cœur et des femmes de tête. Ouais. C'est-à-dire des femmes de cœur qui sont des femmes qui sont
L'un n'excluant pas l'autre aussi. Hein. Non, écoutez, j'y arrive. Femmes de cœur, c'est-à-dire les femmes qui sont pratiquement tout à nous et qui très souvent ne font pas usage de leur cerveau pour réfléchir. Sois belle et tais-toi, quoi. Oui, c'est-à-dire que sois belle et tais-toi. D'un autre côté, vous avez des femmes qu'on dit des femmes de tête. C'est-à-dire vous allez très souvent les voir en politique. Voyez-vous, c'est-à-dire elles sont dans la société, elles sont avocates, elles exercent des métiers, n'est-ce pas, où elles sont pratiquement au devant de la scène. Et vous allez remarquer qu'entre ces deux catégories de femmes, il y a deux manières de se comporter. C'est-à-dire certaines sont prêtes sont à la maison, prêtes à tout moment, sont disponibles. En revanche, celles-là qui sont les femmes de tête ne sont pas toujours disponibles. C'est-à-dire que peut-être naturellement même, ou bien le monde intellectuel, j'y arrive, les ont amenés à être moins enclins aux questions de sexe, parce qu'il y a mieux à faire, parce qu'il faut dire que quand on a parfois mieux à faire, on n'est pas trop sexe, il faut le dire. Donc, je me dis qu'à l'époque, sûrement, il fallait que ces dames-là, peut-être que les reines par exemple, ou bien, parce qu'il y avait par exemple des femmes qui commandaient, peut-être que la culture voudrait bien que pour véritablement commander, il fallait être femme de tête, pas femme de cœur. Il ne fallait pas être une femme, n'est-ce pas, peut-être facile, qui est toujours prête à se livrer au premier venu. Il fallait être une femme qui est pratiquement, qui n'est pas très sensible, et puis il sera difficile pour un homme de te corrompre facilement. Je me dis que ce n'est pas gratuit qu'on soit arrivé à un moment donné de l'histoire à procéder à l'excision. Maintenant, il faut quand même comprendre une chose. C'est que la femme est un être humain. Nous tous ici avons des enfants, des femmes. Je ne suis pas prêt à me rendre compte que ma fille n'est pas sexuellement épanouie. Maintenant, si l'excision peut avoir pratiquement une incidence sur sa vie sexuelle, qui est aussi une partie importante de la vie de l'homme, bien sûr, ça veut dire que je lui prive quelque part de ce que Dieu, parce que c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas, ce plaisir-là. Vous comprenez? Je lui prive de ce que Dieu lui a donné pour des raisons qui me concernent, parce que très souvent, on leur fait sa jeûne. Est-ce qu'elles y participent pour être peut-être complices du tort qu'on leur cause? Non. À ce niveau-là, en termes de droits de l'homme, il n'est pas bon de causer un tort à quelqu'un sans sa participation. Bien sûr. Là, maintenant, je pense que si aujourd'hui, dans ces zones, parce que c'est aujourd'hui que j'apprends qu'au Cameroun, c'est un pays où, parce que dans notre culture, par exemple, je suis de l'Ouest Cameroun, je n'ai jamais entendu parler, il n'y a pas d'excision de ce côté-là. Il n'y en a pas, vous comprenez? Maintenant, j'apprends que dans le Nord Cameroun, il semble qu'on soit encore, n'est-ce pas, un des pays où l'excision passe pour être, n'est-ce pas, exécutée à une proportion très élevée. Ça me surprend. Je me demande comment est-ce qu'on n'est pas encore arrivé du point de vue des échanges, des débats, voilà, mais à amener les populations à comprendre qu'on n'a pas le droit d'entamer la vie d'un être humain sans son consentement. Au moins déjà à ce niveau-là, il me semble que ces dames qui pensent qu'il faut leur donner de l'argent pour les amener à ne plus commettre, n'est-ce pas, ce crime-là, je pense que quelque part, il faut suffisamment de débat pour les amener à dire l'excision, ça suffit. Parce que on n'a pas le droit de priver un être humain ce qui lui revient de manière naturelle. Vous comprenez pourquoi cet espace prévu dans cette émission pour parler de ce sujet qui pour certains sera tabou. D'abord, vous allez encore qu'à l'Ouest, il y a cette pratique culturelle néfaste qu'on appelle... Lui expliquer. Oui. À l'Ouest, il n'y a pas d'utilisation génitale, mais il y a une autre pratique culturelle néfaste qui est par exemple la suppression d'organes. C'est-à-dire par exemple le repassage des seins. Je suis de l'Ouest, mais nous avons subi à notre jeune tendre enfance, à 9 ans, le repassage des seins parce que notre grand-mère ne voulait pas qu'on ait de fautes poitrine. Oui. Donc celles qui sont venues après nous, dont les seins n'ont pas été repassés des fautes poitrine, mais nous, et puis toute ma génération, cette année-là, ma grand-mère, elle chauffait, n'est-ce pas, la pierre écrasée sur le feu, que ce soit un pilon, pour nous masser les seins, pour que les seins ne se développent pas. Donc aujourd'hui, cette pratique-là est sévèrement aussi punie par le nouveau code pénal. Voilà. Donc ça fait partie des pratiques culturelles néfastes. Voilà. Ça varie d'une Donc on en a beaucoup, région à une autre. on en a beaucoup au Cameroun. Donc vous n'avez pas l'excision, mais vous repassez les seins. Oui, c'est cela, Bon. à l'Ouest. Même jusque-là, voyez-vous, je ne l'ai pas connu. Bon,
C'est l'une des victimes. C'est nous qui On en subissons. parlera, d'accord. C'est nous qui J'ai des subissons. Donc, du coup, nous, on vient vous dire que même les repasses, mais ça va encore repasser, mais pas pouvoir faire. Ça devait être compliqué. On peut sourire, mais c'est assez choquant quand même. Choquant, Je crois que aujourd'hui, ça rend encore le problème plus présent parce que de plus en plus, les femmes s'affirment, revendiquent même leur sexualité, ce qui était très rare autrefois. On ne pouvait même pas en parler comme on est en train de le faire et on subissait. Et aujourd'hui, on va vers un monde où tout le monde peut dire, moi je veux ainsi, moi je veux comme ça, et être aujourd'hui soumis encore à cette pratique qui nous bloque quelque part et qui peut devenir un problème même pour des couples. Avoir une femme qui ne ressent rien, je ne crois pas qu'il y ait un homme sur cette terre qui a envie d'avoir un contreplaquet sur son lit dans sa maison. Donc lorsque c'est posé dès l'enfance, vous imaginez bien ce qu'on peut distribuer. Je connais au moins 2 jeunes filles de la partie septentrionale qui ont subi cet acte-là et qui ont été taxées de nymphomanes, là où elle travaillait, parce que puisqu'elle ne ressentait rien, vous imaginez bien la conséquence. C'était les arrachés du deuil, comme on dit souvent l'expression couramment. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Il a fallu discuter avec elles pour comprendre que tout ce qu'elles font, c'est pour trouver justement une sensation qu'elles ne peuvent plus retrouver d'une manière comme d'une autre. Et puis vous imaginez bien le désastre que ça crée dans la société. Oui, je crois que c'est un sujet super sensible. Vous n'avez qu'à écouter les mots que vous utilisez pour pouvoir parler. Ce n'est pas évident d'en parler. Mais bon, quelqu'un a dit ici qu'effectivement, c'est des pratiques culturelles dans cette partie du Cameroun. C'est pour ça que... Néfaste. Oui, ça peut s'avérer actuellement néfaste. Mais d'abord, c'est des pratiques culturelles. Ça ne se passe pas dans tout le Cameroun. Ça se passe dans la partie septentrionale du Cameroun. C'est-à-dire que là-bas, c'est une pratique culturelle d'abord, à la base. C'est vrai qu'il y a comme ça dans cette partie du Cameroun beaucoup de pratiques culturelles qui sont aujourd'hui néfastes. On a eu Boko Haram qui signifiait l'école occidentale est un péché. C'est de là-bas que ça sort. Donc vous voyez, ils sont encore dans une bulle en quelque sorte qui leur empêche pratiquement d'entrer dans le nouveau monde, ce monde planétaire qu'il est devenu. Donc là-bas, il y a encore quelques pratiques effectivement qui sont devenues néfastes, comme le dit Maître. Donc je crois que c'est gênant de constater aussi que le Cameroun soit le 2e pays au monde qui pratique encore ce type d'activité. C'est assez gênant. Je crois qu'on n'a pas suffisamment évolué dans cette partie du Cameroun. Peut-être on n'a pas suffisamment sensibilisé aussi. C'est peut-être ça aussi, mais je pense quand même que si on est arrivé au niveau où on a pénalisé l'acte, ça veut dire que le législateur a estimé qu'il a suffisamment sensibilisé pour pouvoir passer à la phase répressive. Justement. Et je me demande donc toujours pourquoi est-ce que on peut passer à la phase répressive sans pouvoir appliquer les articles qu'on a mis dans le code pénal. Je crois que c'est suffisamment clair. Maître a cité l'article. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer cet article pour que les gens qui pratiquent encore cette activité dans cette partie du pays comprennent que là, nous sommes passés à autre chose. Il n'est plus question de dire surtout, simplement... on en arrive à un marchandage. On dépose les couteaux, on veut avoir un nouveau boulot. On a quelle formation pour être inciseuse? En tout cas, on ne devrait pas C'est une pratique culturelle. C'est une pratique culturelle. Donc, il n'y a aucune formation. Oui, c'est une pratique culturelle. Et on fait comment pour compenser dans quelque chose qui n'est pas quantifié? Encore que même à cette époque-là, même pour circoncier les garçons, il n'y avait pas de formation. C'était quelqu'un qui se sentait capable de le faire, qui commençait à le faire, qui devenait presque le docteur du village. L'expert, et qui le faisait pratiquement à tous les garçons qui naissaient. Donc, je crois que, comme on l'a dit, c'est des pratiques culturelles qui sont devenues néfastes. Et donc, il va falloir à un moment donné passer effectivement à la phase répressive, c'est-à-dire pouvoir appliquer les textes qui sont... les articles qui sont dans le nouveau code pénal. Je crois qu'il faut à un moment donné arriver à ce niveau. Ne plus s'arrêter simplement à dire que ce n'est plus bon, mais aller au-delà, c'est-à-dire aller appliquer les sanctions pour que ça serve de leçon à celles-là qui en font pratiquement un gagne-pain quotidien. Il faut que ça cesse. Et la seule façon de mettre fin à ça, c'est d'appliquer les articles qui sont dans le code pénal. Je ne vous arrache pas la parole. Oui, Ce qui est fondamental. Vous avez vu tolérance zéro. Si on dit tolérance zéro, ça veut dire on ne tolère plus. Après les sensibilisations, viennent maintenant les questions de répression. Mais comment réprimer si toute la couche, si toutes les cibles n'ont pas été sensibilisées? C'est pourquoi aujourd'hui, on appelle les hommes
et les femmes et les hommes. Comme je le disais, qui ont beaucoup soutenu les chefs traditionnels, les leaders communautaires à s'allier à cette cause-là. Parce qu'on sait que pour qu'une politique s'implémente dans une localité ou dans une région, dans une communauté, ce sont généralement les hommes, puisque c'est eux qui occupent la grosse casquette. Oui, il n'y a pas de leader coutumier femme dans toutes ces régions. Vous savez bien, au Grand Nord, le Gondéchari extrême nord, n'est-ce pas, les leaders traditionnels, leaders religieux, n'est-ce pas, cette position est dévolue plus aux hommes. Maintenant, nous pouvons passer par eux pour passer le message et après viendra la véritable répression. Il faudrait bien qu'ils comprennent. Hein? Donc, nous avons besoin des hommes pour se comprendre. En fait, dans toute cette histoire, moi, je pense qu'on n'a pas assez communiqué. Voyez-vous, on en parle parce que c'est la journée. Et c'est ça qui choque. Parce que, on va dire que on n'a pas assez, mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'on ne doit pas attendre lors d'une journée pour pouvoir en parler, pour pouvoir être indigné. Les mécanismes sont tels que le ministère de la Femme et de la Famille devrait assez communiquer. Mais nous avons un pays où des ministres ne parlent pas des problèmes qui sont des problèmes qui touchent vraiment la sensibilité. Parce que je pense aujourd'hui que entre les colloques qu'on organise dans les ministères, les rencontres avec je ne sais qui, je ne sais quoi, on devrait se focaliser sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel dans le ministère de la Famille, moi je pense qu'il y a d'abord des pratiques comme on l'a si bien dit. Mais il faut interpeller aussi. Il ne faut pas seulement interpeller peut-être les hommes, mais il faut plus interpeller la communauté éducative. Parce qu'il faut le dire, dans on parle ici d'une région. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'on a l'impression que non, ils sont peut-être moins. Non, il y a des grosses têtes là-bas. Il y a de grandes personnes. Mais il faut comprendre pourquoi cela persiste. Cela persiste parce que c'est une volonté manifeste pour ces gens-là de pouvoir préserver leur culture. Et cette culture qui est peut-être à notre avis quelque chose qui n'est pas bien, reste encore pour eux quelque chose de bien. Mais comment alors il faut sensibiliser si on ne passe pas par l'éducation? Parce que c'est à l'école qu'on peut apprendre à la jeune fille que si ou ça n'est pas bien. Si on se limite à dire qu'on va appeler les femmes qui insistent, mais c'est le gagne-pain. À chaque fois que vous allez insister, vous allez avoir 10 000, 20 000. Comment vous voulez que cela arrête? Par contre, si on éduque la jeune fille déjà à l'école, du moins à partir du primaire, où on essaye de prendre les mots, du moins d'utiliser les mots pour dire, voilà, il y a telle chose qui n'est pas bien, il y a telle chose qui n'est pas bien. Elle peut rentrer et dire à son papa, voilà, si tu me fais ci, je ne vais pas peut-être aller à l'école, je vais avoir peut-être des conséquences sur ma santé, notamment des saignements. Elle peut, à son niveau, pouvoir éduquer, ou pouvoir éduquer sa famille. Il faut penser que, moi je pense qu'il faut tout prendre de la jeunesse, comme M. Defosoken l'a dit, parce que si vous comprenez la jeunesse, vous allez comprendre que généralement, on prise les gens d'éducation, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient au courant d'un certain nombre de choses. Le fait de dire à quelqu'un tu ne pars pas à l'école, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il apprenne des choses. Comment faire pour que des gens apprennent? Il faut intensifier l'éducation dans ces zones-là. Pour ma part. Il faut mettre un accent sur l'éducation. C'est par là que va passer peut-être le ministère de la Famille ou de la Femme pour pouvoir arriver dans une école, faire un regroupement, appeler les chefs traditionnels avec les apprenantes qui sont là et leur dire, voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tel ou tel phénomène qui pose un problème et voilà ce qu'on fait. Mais sauf qu'on va rester sur des plateaux de télé, on va rester à l'Assemblée nationale, quand on sait que cette femme-là ne regarde peut-être pas la télé, n'écoute même pas la radio, ne sont même pas au courant de ce que nous sommes en train de dire. Ils parlaient tout à l'heure de leur bulle. Et puis maintenant, ils vont dire, ben voilà, on va aller dire, le chef va aller dire, bon, on a dit que vraiment vous arrêtez les choses à mettre derrière, il a dit que vraiment pour préserver nos filles, il faut le faire. Vous faites comment pour savoir qu'on le fait encore? Il faut passer par l'éducation. Moi, j'ai enseigné dans cette zone pendant un moment. Je me suis rendu compte qu'il y a une rupture sociale. Il y a une rupture sociale parce que, à l'époque, c'était la Confémen, la francophonie, lorsqu'on faisait le programme d'analyse du système éducatif. Vous vous rendez compte que si vous prenez un enfant du centre 8, Est et tout, et un enfant, vous vous remettez dans les mêmes salles de classe, vous n'avez pas le même résultat. Vous n'avez pas le même résultat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intensifié l'éducation. On n'a pas assez dit aux parents le bien fondé de l'éducation.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, ici, on doit mettre l'accent sur l'éducation. C'est pourquoi, dernièrement, je disais, il faut reformer le système éducatif pour pouvoir se rapprocher de nos réalités sociétales. On est calqué au modèle occidental où on nous parle des choses qui ne sont pas proches de nous. On parlait du repassage des seins. Moi, je vous confie que moi aussi, on a commencé. C'est ma mère qui disait, mais attends, ça, ce sont des choses dépassées. On ne peut pas faire ça aux enfants. Mais parce qu'elle allait à l'école, elle a compris que ça n'existe pas. Peut-être on a fait ça. Mais ce sont des pratiques qui existent dans nos cultures. Mais quand un moment, c'est tabou. Enfin, oui, c'est tabou. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le droit de lever la tête devant un homme. Vous imaginez? Si un homme te dit va dans la chambre et que tu lèves la tête, mais c'est un sacrilège. Heureusement que c'était avant. Hein? Mais oui, mais même aujourd'hui, Rosalie, je vous assure qu'aujourd'hui, dans le septentrion, il y a des zones où une femme ne peut pas regarder un homme dans les yeux. Elle n'a même pas le droit. Elle doit être bien triste. Mais même à l'ouest, il faut le dire. Est-ce que tu peux me regarder les yeux dans les yeux? Ah non, bien sûr. Non, mais à l'ouest, c'est pas. Ah non, à l'ouest, quand même. Monsieur de Fossoquin, je vous regarde même pour être pudique, chez nous, pour être pudique, on ne peut pas regarder un homme dans les yeux. Non, ça, on fait semblant. On fait semblant. Je peux dire que, comme elle a si bien dit, je préfère que, si nous parlons ici, nous devons demander à tous ceux-là qui sont en charge de l'éducation, du ministère de la Famille, de pouvoir trouver des mécanismes pour être proche de la population, notamment de la jeune fille. Il faut une proximité pour que le message passe. Il faut une proximité. Il ne faut pas attendre les journées. Effectivement, cette proximité, ce travail de proximité est fait. Je prends d'abord, n'est-ce pas, dans la chaîne, la pléthore des acteurs, la société civile camerounaise est une société civile dynamique, forte. Mais il manque quelque chose. Les moyens. Ah d'accord. Le sempiternel problème. Si je dois quitter ici pour aller dans la partie septentrionale. Vous avez vu, je vais à pied désormais parce que ma vieille voiture qui montait, portait les détenus, les femmes victimes de violences, IDP, cette vieille voiture que quelqu'un a cognée, je l'ai garée là. Maintenant, nous partons à pied. Maintenant qu'on appelle, il y a un enfant violé à Ombessa, à Ngambetika, comme j'ai fait 800 km en moto. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis buté. La société civile camerounaise est très puissante, aguerrie, futée sur ces domaines-là. Mais maintenant, il n'y a pas de scolarité, d'éducation. Les mutilations génitales constituent une entrave au droit à l'éducation de la jeune fille. Et si le législateur aujourd'hui vient punir, parce que la non-scolarisation aujourd'hui est punie par le code pénal. Tout parent qui n'envoie pas son enfant à l'école est passé des peines d'emprisonnement. C'est le code pénal qui... Ça, c'est pas qui le voit. Maintenant, nos sensibilisations, nous étions à Tibati, nous étions en Gambetika, chez les communautés autochtones, les Bororo, comme on les appelle, la communauté du Grand Nord, où on avait vu que le taux de scolarisation, surtout de la jeune fille, avait été hypothéqué. Nous passons maintenant des messages. Nous avons, j'ai pris le code pénal, j'ai montré à l'imam que monsieur l'imam, vous voyez cet article 277 punit les mutilations génitales, article qui punit les mariages forcés, 256. Et c'est ceux qui vous regardez comme ça. Quand ils lisent, il dit ah bon, je dis oui monsieur, monsieur le clergé ou bien le dignitaire, c'est puni. Donc vous êtes là, le père, vous êtes un prisonnier. Nous sommes venus vous dire que ce n'est pas bon. Il dit ah bon ma fille, oui. Maintenant quand l'homme parle à ses pères, le message passe. Mais quand nous parlons aux femmes, les femmes ouvraient la tête, elles ne pouvaient pas nous regarder en face. Mais nous avons passé des messages pacifiques. D'où la nécessité d'impliquer les hommes dans le combat. Vraiment. Les messages passent quand on passe par les hommes. Aujourd'hui, les filles vont à l'école, à l'âge de 12 ans, elles vont plus à mariage, 13 ans, 14 ans. Beaucoup de il y a quand même des victoires au fur et à mesure. Oui, et nous prenons les rôles modèles, déjà des exemples des filles dans la communauté de Grand Nord ou bien autochtones, des rôles modèles qui occupent des grands postes, qui sont des rôles modèles, qui sont des femmes influenceuses dans le domaine et qui travaillent. Et puis vous pouvez rêver. Faites rêver aussi vos communautés. Sortez vos pays, votre communauté du sous-développement et puis le développement viendra. Envoyez les enfants à l'école. Donc voilà le message que nous passons généralement. Oui, vous voulez je voulais dire, Rosalie, que à la vérité, pour un tel phénomène, l'éradiquer ne passe pas par les lois. Ça passe par le discours. La proximité. La conscientisation, la proximité. Parce que, voilà, maître, elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle n'est pas excisée. Ça ne l'a jamais empêché qu'elle soit, n'est-ce pas, une femme sexuellement accomplie,
d'être aussi une femme de tête. De la même manière, cette dame, cette vaillante dame du Clémence MRC, Cindy. et on ne parlera pas de Rosalie Guessali qui nous tient, n'est-ce pas, en respect à toutes les émissions ici. Donc moi je pense que dans leur propre communiqué, parce que je suis heurté quand j'entends que le Cameroun, ce Cameroun-là, est le 2e pays au monde où l'excision des jeunes filles persiste. C'est quand même le Cameroun, le taux d'alphabétisation est quand même assez élevé comparé à d'autres pays quand même alentours. Donc moi je pense qu'il y a encore un problème de discours et c'est dans ces communautés-là qu'on ira tirer le nécessaire pour éradiquer ce phénomène. Parce que dans le Logon Nechari, c'est quand même la communauté où on connaît quand même les dignitaires de ce pays qui sortent de là. Et les enfants de ces dignitaires-là sont des personnes qui ont peut-être qui ont grandi en Europe. C'est ces gens-là qu'on devrait normalement utiliser pour entrer au village. Parce qu'en fait, il ne faut pas détruire une culture sans vraiment Sans l'expliquer. impliquer les concernés. Sans vraiment l'expliquer. Sans l'expliquer. Vous comprenez? Parce qu'on a beau me dire les crânes et ceci en pays américain, par exemple, je vais sur les crânes. Vous voyez, par exemple, j'y vais. Voyez-vous? Parce que peut-être vraiment pas très bien expliqué, ou bien qu'il y a quelque chose qui manque. Mais il faut qu'ils trouvent des stratégies pour pénétrer. Tu sais pourquoi je persiste parfois? C'est qu'on vient souvent me dire, oh, les crânes, vous savez, c'est pas bien, il n'y a que le Christ pour sauver, et ainsi de suite. Mais moi, je leur dis, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'église et en même temps aller respecter mes ancêtres sur leur crâne? Qu'est-ce qui m'empêche? Qui me prouve que c'est pas aussi un bon chemin pour y arriver? Donc moi je pense que c'est une question d'explication. Et quand on explique mal, on veut seulement dire non, plus le crâne, non, vous n'y arriverez pas. Donc il faut vraiment expliquer et utiliser, n'est-ce pas, des personnes ressources qui sont des preuves vivantes. Est-ce Tout à fait. Voilà, Et avec je voulais ça passe continuer à mieux. dire que les conséquences sont tellement graves que je pense aussi qu'il faut prendre des personnes qui ont vécu cela dans Des leur témoignages, chair, hein. des témoignages. Parce que il y en a si tellement. vous voyez les conséquences que les femmes vraiment... Il y en a qui ont perdu la vie. Hein, Ah oui, lors de l'accouchement, les postpartum, complications, les complications. Et IST, puis, IMST, pour vous dire, c'est les grave. tétanos, Les parce couteaux, que les le couteaux couteau souillé, c'est-à-dire qu'on attrape une jeune fille avec le même couteau, parfois on n'a même pas désinfecté et puis on coupe. Et lorsqu'on coupe, quand vous êtes en train de saigner, on crie, on est en joie quand vous avez la douleur. Et puis après, on vous amène pas à l'hôpital, on prend quelques herbes qu'on frotte et on dit, ça va cicatriser tout seul. Et entre-temps, vous pouvez vous attraper un tétanos là. Quand vous êtes en train de faiblir, on dit non, elle est faible. Le temps de se, après vous partez. Donc il faut expliquer cela par des témoignages. Je crois qu'on doit mettre cela en branle. On va demander aux gens, parce que j'ai vu au Sénégal, on demandait aux filles qui ont été victimes de ne plus avoir honte, mais de pouvoir parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de honte. Vous savez, quand vous arrivez, vous êtes un grand chef d'entreprise et vous dites à quelqu'un, j'ai été incisé. Après, tout le monde vous regarde et se dit, attends, donc ça veut dire que la femme là ne ressent rien et toutes ces choses-là. Il faut pouvoir traverser cela et dire, ok, j'ai été incisé, mais ce que je veux, c'est que cela n'arrive plus parce que j'ai été victime de. Cela va permettre aux gens de comprendre que c'est mauvais, mais que parce que vous avez eu des gens autour de vous, vous êtes bien dans la société. Je crois qu'en passant par là aussi, sont des astuces. Ça peut aider. Oui, ça peut aider. Oui. Ça peut aider. Au Sénégal et au Mali, ça se fait. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour ajouter qu'on ne peut pas se caler dans la phase de la sensibilisation. Je comprends que oui, il faut sensibiliser, il faut parler, mais on ne peut pas caler dans la phase de sensibiliser, d'expliquer, de parler. Non. Je reste dans la logique du législateur. Tolérance zéro, il faut sanctionner. Tolérance zéro. C'est-à-dire, il y a eu le temps de sensibiliser. Maintenant, il faut passer à la phase répressive. Peut-être le foie peut aussi aider à bien maintenant, comprendre. comme Maître l'a dit, d'accord. on peut sensibiliser aussi en présentant les articles du code pénal, en leur disant, alors, si vous continuez à faire ce que vous faites là, on va vous appliquer ce qui est écrit ici. Mon cher Awono, je te rassure que Rosalie est l'une des rares dans les médias qui a mis ce sujet en débat aujourd'hui. Vous comprenez donc? Merci. Elle est une des rares qui a mis ce sujet en débat Combien aujourd'hui. elle parle? Et peut-être parce que, comme disait madame, nous sommes à la journée internationale. C'était hier. C'était hier. Mais est-ce qu'il faut attendre les journées internationales pour en faire un débat public, pour en faire un débat national? C'est tout ça. Il y a plein d'organisations de la société civile, plein d'ONG comme madame, qui font ce travail chaque jour, qui vont dans ces zones-là, qui leur expliquent effectivement, qui leur donnent des exemples. Mais sauf que ça ne finit pas. À cette émission, Parce qu'on ne fait rien. Nous atteignons une cible importante seulement par cette voie-là. Vous comprenez? Et on parle d'excision. Et qu'en est-il de la castration?
Non, on aura l'occasion de revenir pour voir les En fait, castrer. ce qu'on dit est très important, Rosalie, on va ouais. c'est qu'on dit est très Son message plus est important que l'émission. l'émission Moi, je est vais telle le faire. que, quand vous comprenez que ce soit tolérance zéro, que ce soit sensibilisation, que ce soit proximité, tout cela court au bien-être de la société et de celle-là. Ce que nous faisons ici, c'est un travail pédagogique et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'une manière ou d'une autre, on contribue à l'évolution. Ce que moi je dis, c'est que des émissions comme celle-ci, on doit en faire autant. Et elle a dit quelque chose de très important. Il faut financer des gens qui travaillent pour ça. Pourquoi est-ce qu'on finance des gens pour des trucs inutiles et pour des trucs qui sont vraiment sensibles, on n'arrive pas? Pourquoi ne même pas financer des femmes comme vous pour pouvoir... Parce qu'il y a ce qu'on appelle les plateaux publics. Des plateaux publics où on peut appeler toutes les femmes en public et on met cette catégorie de femmes et on organise. Si tu viens disponible, il n'y a pas de souci. Les financements qui vont on appelle les médias. Ils appellent dans leur résolution. Ils appellent les médias. La société il faut du financement. Vous comprenez que le financement, même si c'est sur l'axe lourd, si on met du financement et qu'on appelle les ONG et tout le monde, on met là et qu'on en parle énormément chaque jour. On fait un tapage médiatique comme on l'a fait pour le sida à l'époque. Parce que vous imaginez à l'époque, pour le sida jusqu'à aujourd'hui, quand on a fait le planning familial, à une époque, c'était devenu... il y avait Covid-19 et la musique. Pourquoi ne pas en faire autant? Parce que si on en fait autant, moi je pense qu'en 2-3 ans, je crois que là, on aura fait la solution. Il faut une volonté politique. D'accord. Bonsoir Rosalie. Dites à Défaut Soquin que chaque ventre a un nombril. Ok. Martinez est camerounais, ressortissant de la Léquier. C'est un fait dont souffrait que la Léquier s'exprime. C'est Molly depuis Yaoundé. Il fallait quand même qu'il dise son message, monsieur Défaut Soquin. Là, tu as mis haut jusqu'à... Le haut a traversé, même toute la télé c'est parti sortir. Ouais, madame, la tenue à fleurs de rose là, c'est comment? S'agissant du sujet de mutilation, je suis surpris de la déclaration de maître défenseur des droits de l'homme, dit que le Cameroun est deuxième en Afrique sur la question. Venez en Afrique de l'Ouest voir. En Guinée, au Mali, au Sénégal, bref, le Cameroun est loin derrière dans cette pratique néfaste. Dit que c'est un travail pour les exciseuses, non. C'est tout simplement culturel et dans chaque village, il y a une exciseuse et ce sont mes parents qui deux fois parcourent des kilomètres à la recherche des exciseuses là. La dimension de la sensibilisation voudrait dire qu'on propose à ces femmes d'abandonner ces pratiques et les utiliser plutôt comme agents de sensibilisation contre rémunération. Ici au Faso, parce que ça nous vient du Burkina Faso, ici au Faso, ça marche bien, ça marche beaucoup. Beaucoup ont abandonné ces pratiques pour devenir agents de santé itinérants. C'est Paul depuis Ouagadougou qui vous suggère là une solution qui a bien marché du côté du Burkina Faso pour barrer la route à cette pratique. Bonsoir Rosalie, demande à tes invités, surtout les deux hommes, d'arrêter d'étaler leur ignorance. Dire que l'ensemble des 3 régions qui font le Grand Nord, c'est une insulte. Le Nord n'est pas une bourgade de la Léquier. Le Grand Nord, c'est une mosaïque composée d'au moins 100 ethnies. Il y a quelques 2 ou 3 qui pratiquent cette ignoble chose. C'est facile de s'asseoir sur un plateau de télévision, dire des choses dont aucune connaissance. La dame dit à vous d'avoir été à Tibati. Je suis de Tibati. Je vous assure qu'avant votre naissance, les jeunes filles allaient à l'école. Nous avons aucune leçon à recevoir. Notre communauté a trouvé... Bon, Monsieur Elhad Ibrahim... Elhad Maïriga Ibrahim, ça sent quelqu'un qui donne justement les leçons et qui se sent touché. Pourquoi vous vous sentez touché, Monsieur Maïriga? Si vous savez que ce n'est pas le cas, vous vous exprimez, vous dites que ce n'est pas le cas et vous argumentez. Vous n'agressez personne. Votre agressivité laisse plutôt croire au contraire de ce que vous êtes en train de dire. On parlait tout à l'heure des hommes qui doivent être mis à contribution pour combattre ce genre de pratique. Je crois que le message, je comprends vos combats, hein, ça a du mal à passer parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien cette situation. Mieux ces créatures éclatantes, les hommes dans des insomnies de drague et lamentation. Rosalie...
Rosalie, que voudrais-tu que je dise quand je suis acrimonieux face à ce phénomène culturel qui empêche les femmes de ressentir le tam-tam sexuel? C'est ma soeur Thomas qui nous le dit. Bonsoir, moi je lutte, on va prendre depuis le début. Bonsoir, très bon thème. Cette pratique avait pour seul but de ne pas pervertir la société, selon eux. Mais c'est un crime de priver une femme de sa vie sexuelle, malgré que ce soit une culture. Estimez-vous heureuse, femme de ce siècle. Vraiment, estimez-vous heureuse. C'est Emmanuel de Pungaoundiri. Moi, je lutte depuis contre les mutilations génitales en SVT dans mes classes. Augmenter alors mon salaire 5,2%, c'est petit. Toujours, c'est Emmanuel depuis Gaoundéré qui trouve que lui combat déjà pour. Donc, si on peut envoyer un peu de financement, il va augmenter le combat. Bonsoir, je viens de me connecter. Et mutilation signifie quoi? Bon, je crois que dans la suite de la discussion, tu as compris. J'ai fait... On va voilà. l'expliquer. Non, il a compris. Il dérange. Bonsoir, je crois qu'après toutes les explications là, il a compris qu'on coupe. Il y a encore quoi à lui ajouter dessus. La suppression. Voilà. Bonsoir Rosalie. Je suis sidérée lorsque le jeune homme en costume noir, pour étayer son argumentaire, dit que c'est de la partie septentrionale du Cameroun qu'est né Boko Haram. C'est assez grave comme déclaration. Je vous rappelle que le Nord suit beaucoup cette émission. Donc, ne venez pas me déclencher la Troisième Guerre mondiale avec mes téléspectateurs. Bien le bonsoir à vous sur le plateau. Excellent thème d'un intérêt majeur même. Mon frère qui parle de la mutilation génitale comme faisant partie de la culture du septentrion a en partie raison. Mais il faudrait plus de précision car certaines personnes, même vivant là-bas, ne sont même pas au courant de cette pratique qui existe là-bas. C'est pour dire que c'est pas la culture du septentrion car le septentrion est très vaste. Aussi parler de Boko Haram comme faisant partie de la culture, c'est être mal informé. Bon courage à vous. C'est David depuis Ayos qui nous écrit. Bonsoir. Condamnons fermement les mutilations génitales féminines, mais que peut la jeune fille? Rien du tout. Elle subit cette tradition surannée. C'est monsieur Awono? Non, Owoda. C'est monsieur Owona qui nous écrit. Je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avancer dans cette émission. Le message, il est passé. Il faudrait se mettre tous ensemble, hein, hommes comme femmes, pour limiter les dégâts causés par cet acte ignoble qui ne fait pas du bien à la gente féminine et qui nous laisse beaucoup de séquelles. On aimerait bien être épanoui dans notre vie au quotidien, dans notre sexualité. Et pour cela, il faut qu'on soit D'abord, accompagné. il faut éclairer la lanterne et l'opinion. Bien sûr, c'est très important. Parce que nous parlons, c'est des données factuelles. Nous ne venons pas sur un plateau pour blaguer. Je suis défenseur des droits humains, je suis une femme de terrain. Je parcours les zones les plus Et je suis témoin. S'il vous plaît. Donc j'étais, oui. J'étais à Tibati, j'étais à Ndokayos. J'étais, comment on appelle, Betare, où il y a dans le cadre, n'est-ce pas, des sensibilisations, de l'encadrement, de la promotion, de la protection des droits de la femme et de la jeune fille, et de la vulgarisation des instruments juridiques consacrant la protection. Nous avons rencontré, n'est-ce pas, des leaders traditionnels, et puis nous ne travaillons pas seuls. Avec d'autres organisations telles que Boskouda, Ayokan, qui sont des organisations communautaires, ils ont fait un travail, n'est-ce pas, des études, n'est-ce pas, pour déceler le taux de scolarisation. Par exemple, si je prends le lycée de Tibati, où nous étions, Boskouda, dans son rapport, c'était clair, que de l'année de 2015 à 2017, tout le lycée n'avait pas 15 filles. Plusieurs d'entre elles, et puis j'aime souvent dire que désormais, nous allons amplier aussi nos rapports aux médias, CR TV, Info TV, pour que vous ayez des faits, nos rapports. Parce que, quand quelqu'un me répond comme cela, moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je n'ai pas des données factuelles. Hier, c'était le lancement et le représentant, le directeur de Plan Cameroun, dans son allocution, a bien, Plan Cameroun, c'était un organisme international, a bien réitéré que le Cameroun occupait la deuxième place. D'accord. N'est-ce pas, de ce taux élevé. D'accord. Aujourd'hui, les filles vont à l'école à Tibati. Avant, les pratiques culturelles qui tendaient à envoyer les enfants précocement en mariage, n'est-ce pas, et constituer des entraves à ce droit à la scolarisation,
dans l'éducation, surtout de la jeune fille. Voilà. C'est de ça que nous parlons, s'il vous plaît. Non, rassurez-vous, il a compris. C'est qu'il s'est senti peut-être touché. Et il a voulu vous manifester. Voilà. Voilà, C'est avec toute ça. l'énergie qu'il fallait. Allez, on va parler à présent de Martinez Zougou, qui reste un rendez-vous dans cette émission. Il faut reconnaître que depuis la découverte de sa dépouille le 22 janvier dernier, on vit un scénario, ça fait un peu plus de 2 semaines, on vit un scénario qui vire à une affaire d'État désormais. Les dernières arrestations en date au Cameroun poussent les uns et les autres à qualifier désormais ce crime des crimes d'État, et on a envie de questionner un tout petit peu en profondeur les raisons qui peuvent pousser à ce qu'on en arrive à détruire un homme. On peut même tuer, on l'a même pas bien torturé. Arriver à cette dimension, c'est assez choquant. Je vais commencer par vous parce que vous avez l'air, monsieur Awono, très très secoué avec cette affaire. Je vous donne l'occasion de vous exprimer sur la question. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est d'ailleurs une réaction, une indignation collective. Il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est bon, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on voudrait savoir exactement chaque minute qui ont précédé la mort de Martinez et qui était à la manœuvre de cet acte criminel et crapuleux. Oui, je crois que telles que les choses sont en train de se passer. Et avant de vous permettre d'avancer, hier en finissant cette émission, j'ai annoncé qu'on avait relâché Bruno Bidian. Je m'en excuse, il n'a pas été relâché. Il est toujours interpellé autant que Amourou Belinga et les autres. Donc rien n'a bougé et l'enquête poursuit son chemin tout doucement. Donc je tenais à m'excuser à l'entame pour avoir peut-être traumatisé certains ou avoir poussé d'autres à aller encore vérifier au CED et partout s'ils y étaient. Non, ils y sont tous. Voilà, je vous restaure votre parole. Oui, je disais que telles que les choses sont en train de se passer, effectivement, vous avez raison de vous excuser parce que la communication autour de cette affaire donne véritablement le vent en poupe aux lanceurs d'alerte qui peuvent dire une chose le matin. Qui j'ai l'impression qu'on a envie vraiment de... Oui, et venir dire le contraire le soir. Ouais. Parce que tel que c'est parti, c'est tout le monde qui cherche l'information à son niveau. Et qui, du coup, dès qu'il a l'information, il la publie sans savoir. Non, il n'a pas l'information. Dès qu'il croit avoir l'information. Oui, dès qu'il croit avoir l'information. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une source officielle qui dit aux Camerounais à tel niveau se trouve l'enquête et comment ça se passe même en fait. Donc, jusqu'ici, on n'a entendu aucun procureur de la République s'exprimer sur la question. Peut-être, selon les informations qui nous sont données par les lanceurs d'alerte et tout ce que vous savez, il se pourrait que le dossier soit transmis au tribunal militaire vendredi. Donc peut-être là-bas, on espère que le commissaire du gouvernement pourra s'exprimer pour pouvoir expliquer aux Camerounais véritablement à quel niveau d'implication se trouvent toutes ces personnes qui sont interpellées chaque jour à grands coups de vidéos, de reportages et tout ce qui va avec. Et je crois que c'est cette façon de communiquer qui n'est pas bonne. Mais tel que le dossier est pris en charge, ça donne quelques lueurs d'espoir aux Camerounais de savoir quand même qu'il y a encore quelques lueurs d'espoir sur la vitalité de notre présidence. Parce que tout sort de là apparemment. C'est des hautes instructions qui nous sont servies tous les jours. Et donc, c'est un peu rassurant de savoir qu'il y a un monsieur quand même qui écoute encore. Qui peut écouter que là, vous avez un peu fait... Vous avez dépassé les bornes, comme on dit au quartier. Donc, parce qu'en réalité, il faut aussi qu'on nous évite de nous livrer quelques boucs émissaires. Vraiment, il faut qu'on aille jusqu'à la fin de cette histoire. Et là, vous savez qu'il peut se jouer quelques enjeux politiques à ce niveau parce que, selon quelques informations qui nous sont servies, il se pourrait qu'il y ait des grands dignitaires de ce régime qui soient impliqués. Donc, il faut absolument que le président de la République soit quelqu'un qui prenne en compte le contexte et les enjeux politiques qui vont avec. Parce qu'en réalité, si il s'avère vrai que ces hauts dignitaires de son régime sont effectivement impliqués dans ces crimes crapuleux, il faudra qu'ils prennent ses responsabilités à main pour pouvoir d'abord leur décharger. Remaniement? Je n'ai pas voulu prononcer le mot. Non, parce qu'en réalité, c'est le seul mot pour qu'il décharge un ministre d'une responsabilité, ce n'est que le remaniement ministériel. Je ne vois pas une autre stratégie. Pour que ces hauts dignitaires soient interpellés, il faut absolument qu'ils soient déchargés de leurs fonctions administratives, c'est-à-dire qu'ils soient
qu'il y ait un remaniement ministériel. Mais actuellement, donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un remaniement ministériel? Je crois que là, on peut véritablement se questionner. Parce que le gouvernement actuel va à près de 4 ans, bientôt 5 ans. Je crois que ça commence à être difficile de voir un remaniement ministériel. Mais on a quand même l'impression de savoir que il y a un monsieur qui sait que là se jouent de gros enjeux sur le plan international et national. Dans ce qui concerne l'État du Cameroun. Parce que dans ce crime, vous avez dit qu'il s'agit désormais d'un crime d'État et même d'un crime de l'État. Parce que non seulement les hauts dignitaires semblent être impliqués, mais aussi on a utilisé les moyens de l'État pour pouvoir perpétrer ce crime. Et là, il y a des hauts dignitaires d'un service de renseignement qui seraient impliqués. Ça cause un souci sur le plan sécuritaire même du Cameroun. Parce que lorsqu'on parle de services d'intelligence qui seraient impliqués dans un tel crime, ça veut dire que personne n'est en sécurité au Cameroun, même le président lui-même, il n'est plus en sécurité. Donc c'est une affaire qui doit être gérée de fond en comble. Comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on nous serve des boucs émissaires. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, on veut nous servir les commanditaires de deuxième catégorie. Alors qu'il y a des commanditaires... Il y a des commanditaires de première catégorie qui sont là. Et on les veut tous. Justement, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant pour chuter, je ne pouvais pas chuter sans répondre à mon ami qui a une motion de faux, quand même. Des faux soquins. Une motion de faux soquins. Martinez, citoyen camerounais, oui, je vous le concède. Mais on ne peut pas analyser un fait social aussi grave dans un État qu'on appelle le Cameroun, un État multicommunautaire qu'on appelle le Cameroun, sans prendre en compte la dimension communautaire. Martinez, citoyen camerounais, oui. Mais ressortissant d'une communauté, ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Sur le plan sociologique de l'État du Cameroun, on ne peut pas enlever que M. Martinez soit ressortissant de la Léquier. C'est un fait social aussi. Ma question, c'est que ça apporte quoi? Attendez. Non, j'allais même justement vers... Parce que le problème, c'est ça. On n'a pas... Ma question, c'est ça. Parce que nous, on s'est dit... Ce que ça apporte. Ok, vous voulez que moi, qui ne suis pas d'aller, que je m'indigne pas assez? Vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire ceci. Non, c'est pas ce Martinez Zogo, citoyen camerounais. Oui. Je commence par là. Oui. Citoyen camerounais. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, cadre où les gens pleurent vraiment. Si vous voulez vous arrêter au niveau de citoyen camerounais. Non. Si vous sentez que dans un État qu'on appelle Cameroun, on ne devrait pas prendre en compte la dimension communautaire, vous arrêtez au niveau des citoyens camerounais. Il veut seulement dire que la Léquier n'a pas plus mal que d'autres. Dans ce cadre, la Léquier n'a pas plus mal. Nous avons on n'est pas tous en train mal de dire que vous n'avez pas le droit. Non. C'est ce qu'a semblé dire M. Ndefo. Non, monsieur Ndefo n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ceci, dans le cadre de l'indignation. La manière par laquelle les gens ont perçu, ont reçu ce choc. Il ne faut pas qu'on renvoie cela à une communauté. Non, on n'est pas en train de renvoyer. Non, je vais finir. On n'est pas en train de renvoyer. Ça peut être une impression. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La Léquier s'approprie. Justement. Parce que le crime de Martinez, c'est Martinez. Ça peut être moi. Ça peut être... Maintenant, si nous voulons que justice soit faite à un Camerounais, à quelqu'un qui a servi l'État camerounais, à quelqu'un qui nous a fait sourire ou qui nous a fait pleurer, ou à un moment donné, ou à midi, tout le monde s'arrêtait et écoutait Martinez. Il ne mérite pas qu'à un moment donné, qu'on relègue, parce que pour moi c'est reléguer Martinez à la Léquier. Non, moi personnellement je n'accepterai pas. Il y a des gens comme dans le Panthéon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'une dimension et qu'on ne remet même pas cela à son pays. Les gens aujourd'hui ne veulent plus, parce que le faire, c'est dire aux autres, ah, nous on a plus mal que vous, hein. Vraiment ça nous fait trop mal. Laissez-nous d'abord pleurer et vous allez pleurer après. Non, moi je dis, c'est ma conception. C'est une impression. L'impression, vous comprenez désormais que ce que nous voulons. Donc, justement, ça ne devrait pas causer un souci que la Léquier puisse réclamer la justice. Nous ne voulons pas que la Léquier réclame. Ça devrait pas causer un souci. Martinez est un enfant de Bafoussam, de Yaoundé, de partout. Justement. Donc maintenant, laissez-nous chacun pleurer Martinez à sa manière. On est d'accord. En Boulou, on pleure. En Bafoussam, on pleure. Oui. Vraiment, mais d'accord, mais sauf que vous ne pouvez pas empêcher à la Léquier de réclamer davantage justice parce qu'il s'agit de son fils. Donc on vous laisse alors? Non, c'est même pas ce que je vais. C'est ce que vous tentez de faire. Je crois que je vais vous réconcilier pour qu'on avance. Que chacun pleure selon son village et selon son ton.
Voilà, c'est bon. c'est bon. Allons-y, Madame Cindy, vous avez la parole. Vraiment, que chacun sorte sa version. Celui qui est du Nord, qui revendique la justice avec son ton. Sinon, on va perdre beaucoup de temps à discuter de la Léki et autres. Et c'est pas très utile. C'est clair que voir ses parents sortir, ça s'était montré également qu'ils ouvrent la voie à ce que tout le monde puisse revendiquer. Point final. Le reste, c'est une affaire nationale et internationale. Et on va avancer. Allons-y, Madame Cindy, j'étais avec vous. Avec l'affaire Martinez, aujourd'hui, c'est une affaire d'État. Affaire internationale d'une dimension où nous ne pouvons plus nous contenter de dire c'est une affaire du Cameroun ou c'est une affaire du centre ou d'ailleurs. Non. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État doit s'exprimer de manière claire, formelle, pratique, pragmatique. Il ne faut pas laisser des gens dans la dérive, dans la suspicion. Ou des vides. Parce que le fait de laisser un seul vide laisse une interprétation. Le fait d'interpréter selon les followers. Ça veut dire que si j'aime un influenceur ou je ne sais pas trop, un lanceur d'alerte que l'autre, je peux me contenter de ce qu'il dit, qui peut être faux, d'une fausseté ou d'une véracité. Ce que nous demandons ici, c'est que le procureur de la République doit s'exprimer. Pourquoi? Lequel? Du moins, il est mort dans le centre, non, le procureur du centre. Il doit s'exprimer, c'est du centre. Depuis que l'enquête avait commencé, il était ressorti un jour. Bon, et Rosalie, pour l'instant, on a ce qu'on appelle... On attend que ceux qui ont demandé l'enquête administrative nous disent ce qui se passe. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, le procureur va commencer son enquête judiciaire, il va aussi venir nous dire. Vous voyez, il y a eu une pléthore d'interprétations, une pléthore de sorties, où des gens dans un, je sais pas, vous savez, la mort de Martinez a tellement choqué que des gens en voulaient à des personnes. Des gens faisaient justice d'une manière, je sais pas, personnelle ou impersonnelle. Selon... Alors, on n'en est plus là. Donc, du coup, on n'en est plus là. Maintenant, si, aujourd'hui, on a demandé une enquête et qu'on a vu des arrestations, il faut bien qu'à chaque instant, l'opinion publique soit informée. Informée pourquoi? Parce que donner l'impression que des gens peuvent, parce qu'on connaît le Cameroun, on va dire non, il a acheté, non, il a donné beaucoup d'argent, il a appelé tel. On n'est pas là. Il faut dire qu'il n'y aura pas d'achat de conscience, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Nous restons focalisés, faites-nous confiance. Vous allez nous faire confiance comment? Parce que nous allons vous informer en temps réel. Nous n'allons pas laisser le vide, nous n'allons pas laisser les suspicions, nous n'allons pas laisser des gens imaginer ce que nous faisons, notre travail. Parce que si vous venez un soir comme celui-ci, je prends l'exemple de la télévision nationale qui va accueillir peut-être un responsable en charge de l'enquête qui va vous dire aujourd'hui nous avons arrêté tel ou tel, nous sommes en train de les auditionner, l'audition va durer 3-4 jours, après nous allons renvoyer peut-être au tribunal militaire et puis le tribunal militaire doit s'en saisir parce qu'il s'agit, alors là tout le monde se calme. Et on attend 3-4 jours, et après 3-4 jours, on s'interroge. Ok, vous avez dit 3-4 jours. Après, on reçoit, on dit, ok, nous, le tribunal militaire, nous avons reçu, et puis voilà, nous sommes en train, nous avons... à l'Occident, quoi. Un peu, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une affaire, où on va gérer dans les bac-bac, comme on dit au quartier, là. Les affaires de bac-bac, là, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Aujourd'hui, là, on est en train de parler, c'est bien bon, mais il faut dire que quand vous dites que vous partez parler, on dit, hé, l'affaire Martinez, on tue tout le monde. Ou là, bébé a été tué, on ne sait même pas si c'est pour ça, ou c'est pour autre chose. Tu pars là-bas, vraiment, ferme ta bouche, parce que tu peux sortir, tu n'arrives pas chez toi. Il faut avoir une Prado noire. Une Prado noire. Il faut maintenant pour rassurer, il faut maintenant informer, il faut donner le ton. Et le ton avec lequel l'État doit prendre des mesures est celui qui va dire aux gens, nous vous rassurons de votre sécurité. Parce que le ton est important. Il y a un ton qui peut être le genre laxiste, mais il y a un ton qui doit être ferme dans la prise des décisions. À chaque instant, on doit avoir un ton vraiment dur. Et ce ton va faire en sorte que tous ceux-là qui peuvent se prêter, du moins à l'intimidation, ou peut-être à dire aux gens, non, ne parlez pas de cette affaire-là, ça ne vous regarde pas, mais que des gens soient rassurés de ce que ceux qui sont en charge de l'enquête ont donné le ton et que nous attendons seulement cela. Maintenant, nous autres qui sommes sur le plateau, nous suivons l'actualité. Nous sommes focus, comme on dit au quartier, parce que nous n'allons rien laisser passer. Nous allons écouter parce que Martinez était un frère, un ami, quelqu'un qui informait, mais plus que cela. C'était
un bijou, comme on peut tam-tam du dire. Cameroun. Le tam-tam du Vraiment. Cameroun. Et il faut dire que lorsque le tam-tam arrête de taper, Il y a un problème. il y a un problème. Maître, en vous donnant la parole, je voudrais que quelque chose soit clair pour les téléspectateurs. La différence entre une interpellation et une convocation. Tout commence par la convocation. On vous convoque. Parce que ça va de phase en phase. Après la convocation, si vous le déférez par la convocation, on vous interpelle. L'interpellation peut constater à ce que, par exemple, l'agent de police ou bien le ministère public, si c'est de l'affaire, n'est-ce pas, vient vers vous en ce moment-là. Oui, manu militari, passivement, mais on vous interpelle en présence, n'est-ce pas, d'un agent de police. La convocation, c'est sur papier, et puis l'interpellation. La convocation, on vous dit, venez, on vous attend convoqué ici. tel jour. Et après, l'interpellation, c'est qu'on vient vous L'interpellation. récupérer, Oui. minu militari, Oui, et on voilà. vous amène de Ça gré dépend ou de la de force. résistance, de ce que vous présentez à celui qui vient. Donc, de gré ou de À ce moment, force. monsieur, vous pouvez nous suivre. Voilà, de gré ou de On peut force. dire de gré, et après vous acceptez de sortir. Ouais, oui. Ou si vous ne voulez pas, ça devient de force. De force. Il fallait C'est marquer possible. la différence Maintenant, entre... Laissez-moi quand même dire un mot sur Non, vous allez Martinez. dire, je voulais juste la différence au départ, parce juste qu'il y en a qui ont tellement- été interpellés, et il y en a Juste qui pour ont ajouter, été... juste Non, pour vous ajouter allez justement. ajouter après. Non, sur Monsieur Abel. la clarification là. Ah, ah. Juste pour ajouter, maintenant, lorsqu'il s'agit d'une affaire criminelle, il s'agit d'un crime comme celui de Martinez. Ah, voilà. Oui. Parfois, on peut La ne pas flagrance. procéder par la convocation. convocation. On ne On peut vient même plus. directement interpeller. On ne peut même Bon, plus. maintenant, ça veut dire que quand on interpelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de présomption de culpabilité. Attendez. Avant, On veut comprendre. dans la procédure hein. pénale, On vous a pour ça. dans la procédure pénale, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les principes généraux de droit. La présomption d'innocence est d'abord de mise. Oui, on sait. Toute personne interpellée ou convoquée est présumée innocente Innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Oui. Pour le moment, ils sont des suspects. Pour le moment, on vous interpelle, vous êtes suspect. Et lorsque vous devenez incarcéré, Mais quand on vous incarcère, effectivement, vous êtes gardé à vue oui. pour des enquêtes. C'est des enquêtes préliminaires. C'est défini par le code de procédure pénale. Oui. Donc, si on vous incarcère, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Et après C'est pour les combien de besoins temps on d'enquête. doit être sûr que vous êtes coupable? Donc, Ah. la garde, On est en train d'éclairer la lanterne des téléspectateurs, c'est important. Ce sont les mots qui sont utilisés ces derniers jours, il faut. Donc, selon le code pénal, la garde à vue de 48 heures, renouvelable 2 fois, n'est-ce pas, sous injonction du procureur de la République. D'accord. C'est Donc, au bout de renouvelable. 4 jours, on peut maintenant être fixé. Donc, c'est renouvelable. Donc, Oui, le procureur de la République peut 48 heures, renouveler. c'est 2 jours. Donc, il peut renouveler la garde à vue. 2 fois. C'est cela. Donc, ça fait 4 jours. Maintenant, après Maintenant que la c'est garde à dit- vue, il y a aussi la détention préventive Action préventive. Voilà. qui entre en jeu. D'accord. On voulait et- comprendre Est-ce qu'il est mis pourquoi sous ces mandat gens de sont dépôt gardés là-bas. Est-ce qu'il est mis sous mandat de dépôt de la prison centrale? C'est ça qu'on attend dans les heures qui suivent. Voilà. C'est là maintenant, Dès qu'on a l'information. après vous aurez instruction, parce que c'est une affaire de flagrance. Il y a flagrant délit, Oui. il y a crime à mort d'homme, ça devient un flagrant délit. Oui. Donc on interpelle, plus besoin de convocation, on vous garde à vue, on vous met en garde à vue, et puis le procureur de la République doit définir de votre sort. D'accord. On peut vous relâcher, ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Oui. On peut vous mettre sous mandat de dépôt Oui. dans la maison d'arrêt, la prison centrale. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous vouliez rajouter sur l'affaire Martinez-Zogo. Martinez, non. Vous pouvez vous indigner également. Vraiment. J'ai commencé par là, comme j'ai la chance d'avoir une avocate et un juriste sur le plateau. Il était important de jouer sur les thèmes parce que beaucoup de personnes mélangent un peu tout. Interpellation, arrestation, mandat de dépôt, incarcération. Il fallait éclairer l'opinion pour qu'on puisse poursuivre cet événement, j'allais dire cette histoire en toute connaissance de Tout à cause, fait. hein, avec toutes les armes à main. Maintenant, allez-y, maître. Bon, moi, je m'interroge tout simplement, n'est-ce pas, dans le contexte actuel, peut-on parler d'état de droit? Parce que je m'interroge vraiment sur ce mot état de droit. Je veux aussi ce mot de consolidation de la paix. Est-ce que le Cameroun est un état de droit? Est-il un pays démocratique? Pourquoi cela peut arriver? Est-ce que la liberté de la presse est-elle vraiment vécue? Quand on parle de liberté fondamentale, la liberté de la presse. Parce que si on prive, on muselle un peuple de la parole et que quelqu'un peut s'exprimer et en retour, il est muselé, torturé, n'est-ce pas, abusivement, n'est-ce pas, détenu et même tué, comme le cas de Martinez. Voilà mon inquiétude. Où va-t-on? Avant Martinez, il y a eu. Après Martinez, il y en a encore parce qu'on a dit un autre juriste est décédé. on l'a dit. Alors, dans un état de droit, est-ce que ça doit arriver?
la machine de l'État, pourquoi il y a résurgence de tels phénomènes à l'endroit des hommes des médias? Vraiment, je me suis assis pour demander si on n'est même pas en Irak. Quel est ce grand pays où il y a le mal, où le mal n'est-ce pas, est consommé dans le monde? C'est quel pays? On nous a dit, c'est en Asie, mais le Cameroun, nous tendons déjà à cela, où la banalisation du mal, n'est-ce pas, est le repas quotidien de tout le monde. On peut tuer comme on veut, on peut museler comme on veut, on peut torturer comme on veut. Alors nous n'étions pas comme ça, mais ça se perpétue. Pourquoi? Parce que je pense que l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, marquer un temps d'arrêt et revoir ses missions régaliennes afin que cela cesse, même pas afin que cela s'améliore. Si l'État veut que cela cesse, cela doit cesser. Mais je pense qu'avec l'affaire Martinez, il y aura vraiment, c'est la fin de certaines pratiques. Beaucoup ont été faits en avant. Samuel Ouazizi, journaliste, j'ai toute une liste, pléthore n'est-ce pas, des zones de médias qui ont été... Bingota. Vous voyez, Ouais. nous devons avoir honte de notre pays reconnu comme pays démocratique, État de droit, où la justice et la paix, n'est-ce pas, sont des idéaux, où tout le monde, n'est-ce pas, veut atteindre. Nous devons avoir honte de notre pays aujourd'hui, que de telles, n'est-ce pas, des exactions arrivent. Cameroun, apprenons à protéger nos enfants. Pourquoi des leaders, des rôles modèles tombent? Parce qu'ils parlent. Non. La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Et le Cameroun a ratifié tous ces pléthores d'instruments juridiques, déclaration des droits de l'homme, qui est ce premier outil qui consacre la liberté d'expression, la liberté de la... Tout cela, nous avons consigné, nous avons ratifié, nous avons adopté. Mais pourquoi nous ne pratiquons pas? Nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi est dure, c'est la loi. Et bien c'est la loi. Donc l'affaire Martinez, nous les femmes, nous avions dit, nous les mamans, nous les épouses, nous sommes indignés, nous sommes meurtris. Franchement, nul n'est supérieur à l'autre. La mort de Martinez Zogo n'est pas supérieure à la mort de Samuel Ouazizi. Mais à un moment, quand le bateau coule, nous devons marquer un temps d'arrêt pour voir que ça ne va pas. Machine de l'État, mettons-nous en branle pour sauver l'image de notre pays. Bon, il faut déjà savoir laquelle partie de la machine de l'État. Puisque si on a des implications... Je ne vous ai pas dit, vous savez de quoi je parle. Vous voulez que quelle machine encore se mette en branle? C'est ça qu'on parle de crime d'État, crime de l'État. Parce qu'après, il faut dire que quand vous écoutez l'avocate parler, c'est avec beaucoup de colère. Parce que la colère, pourquoi? Parce que quand on vous dit des gens qui sont impliqués, vous dites, waouh, en fait, on n'est pas en sécurité. Si c'est un crime d'État, ça veut dire que nous tous, nous sommes les responsables censés montrer le chemin aux autres. Sont ceux-là qui donc il n'y a pas d'État dans la société. Il y a un problème. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même à la limite frustrant. Parce que si vous allez courir, aller vers la gendarmerie qui doit vous fermer la porte au nez, alors là, vous allez aller vers où? Il faut aller vers qui? La mosquée. Et bien qui? Et sauf si, après on vous dit, les gens qui sont mêlés à ça sont des gens qui sont... Du coup, on rentre dans le système d'autodéfense. Vous allez dormir avec votre machette. Ah ouais, ils sont suspects. Oui, non, on parle de suspicion. Nous attendons la fin de cette affaire. Mais si c'est que les noms de ceux-là, qui sont déjà le seul fait d'être les noms soient cités, oui, ça fait froid au dos. Ça prend d'autant plus qu'on sait que... Là, c'est les femmes qui parlent, s'il vous plaît. Oui, c'est les femmes. Après, ça fait vraiment mal. Pour dire vrai, c'est une douleur qu'on ne peut pas, parce que pour vous dire, j'ai dit sur un de vos plateaux, si vous voulez comprendre la douleur de Martinez, fermez vos yeux. Imaginez-vous votre enfant que vous aimez tellement et qu'on vous apprend qu'il a été mutilé de la sorte. Alors quand vous allez ouvrir les yeux, je suis sûr que vous allez pleurer. Parce que les gens en parlent, mais fermez les yeux. Regardez votre enfant que vous chérissez, votre amour. Et vous demandez, un matin, on me dit qu'il est tué comme ça. Je fais comment? Je commence comment? Et qu'après, on vous dit, non, celui qui est mêlé, c'est celui-là qui est censé vous protéger. Ah non, alors il faut fuir le pays. Je suis sûre qu'il faut demander l'asile. Il y a problème. Pour l'instant, on est encore accroché. Notre pays est malade. On veut voir clair, M. Defo-Soukeng. On a des interpellations, on a des auditions. Le LGPR annonce qu'on a même déjà des incarcérations. Ben, nous, on voudrait des noms. Je pense que c'est à ce niveau qu'on en est. Ceux qui sont déjà incarcérés, donnez-nous la liste. Ceux qui sont interpellés, on les voit tous les jours. On a eu les 3 derniers hier. Donc, on les connaît, on connaît les noms. Et maintenant, nous, on voudrait savoir qui est déjà coupable, à quel niveau. Et pour cela, il faut une communication claire et nette. Sinon, ça ne va pas aider.
ça va dans tous les sens. Et s'il voudrait redresser un tout petit peu la barre, il faut parler. Il faut parler et le peuple est justement bloqué à ce niveau-là, il faut parler. Oui, il faut parler. Et vous savez que le chef de l'État camerounais lui-même a pris un bon temps pour parler. Parce qu'on a parfois cherché sans le trouver. Mais avec l'affaire Martinez-Zogo, On l'a pas cherché. on l'a trouvé. Sans le chercher. Et quand un homme de son âge se lève pour dire « je veux la lumière sur cette affaire », il faut comprendre qu'il a passé 40 ans et à la fin de son règne, on l'a trahi. Parce que tous ceux qui tournent autour de cette Martinez-Zogo sont des fabrications du chef de l'État pour le dire. Il leur a donné le bonheur, il leur a donné la vie. C'est clair. Mais ils l'ont trahi. Parce que si le chef de l'État ne nous livre pas les assassins de Martinez-Zogo, il n'ira pas au paradis. Je vous le dis de manière claire. Lui, le jour, il n'ira pas au paradis. Parce qu'il est inadmissible qu'un être humain subisse ce que Martinez-Zogo a subi. Il me semble que ça va rentrer dans les annales de l'histoire. C'est Parce clair. que je suis sûr C'est déjà que écrit, hein. le KGB, tous les systèmes La CIA. tous les tortionnaires Ah ouais. professionnels du monde sont en train de se demander, attendez, quelles sont les méthodes qui ont été utilisées jusqu'aux excréments. Attendez. Donc, il y a une indignation, je ne vais pas dire, une indignation générale. Quand on ferme les yeux, comme dit madame, et vous vous imaginez, quand on vous a saisi le cuir chevelu, on a tendu au niveau et on tire. Qu'on vous a passé des instruments à des endroits impensables. Ah mais non. Quelle que soit la haine que vous avez pour l'être humain, on n'arrive pas à ça. Il y a eu une atteinte à l'humanité, à la condition de l'être humain. Il y a eu une atteinte à la condition de... C'est pas... C'est... Non. C'est-à-dire, quand j'en parle, je me demande toujours comment ce garçon a vécu cet instant. Oh my God. Ah, ouais. Il a connu Oh my l'enfer sur Terre. Oh my God. Ouais. Il a connu l'enfer. Il a tout imaginé dans sa vie. Mais pas ça. C'est clair, je suis sûr. Hein. Pas ça. Et on nous informe qu'après Martinez, il y a encore eu Jean-Jacques Ola-Bébé. Qu'on aimait simplement suivre. D'ailleurs, un pauvre pasteur, hein, c'est-à-dire sans qu'il était du côté de Mbanga, là, il ne savait que bavarder dans les médias. Et quand il avait bavardé, et puis quoi? Alors, qu'est-ce que Jean-Jacques Ola-Bébé a bien pu faire, a bien pu dire pour qu'on aboutisse encore à un assassinat? Donc, il ne s'agit plus seulement de l'affaire Martinez-Zogo. Il s'agit de Mme Martinez-Zogo, Jean-Jacques Ola-Bébé. Nous voulons connaître qui sont les meurtriers. Et vous, les hommes de justice, vous aimez souvent à nous dire que vous avez votre temps. C'est-à-dire que vous voulez un peu faire un jonglage où on va dire, vous savez, il faut d'abord attendre, qu'il faut des interpellations, qu'on Et puis les arrestations, et puis trouver les mots pour ils ont pratiquement un principe passe-partout là. Il vaut mieux 1000 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Qu'un innocent en prison. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur de tels principes pour nous perdre le temps sur le procès Martinez. Non. Nous pensons qu'à l'heure actuelle... L'avantage, sans vous interrompre, M. Defossoquin, est que nous sommes dans une enquête administrative. Donc, ils ne sont pas encore en action. Qu'ils attendent encore. Quand on va arriver à leur niveau, ils veulent y tourner en rond. Nous, pour l'instant, on veut d'abord les noms. Comme le président a demandé. Vous savez, j'ai été invité par le DGSN pour assister à l'inauguration de la vidéosurveillance dans la ville de Yaoundé. Nous avons pratiquement 5000 caméras qui nous surveillent là. Ça marche? Ouais. Vous voyez notre On se pose la question. Vous demandez si ça marche. Pourquoi ça ne peut ne pas marcher? Ce n'est pas possible que ça ne marche pas. Vous savez, la seule chose que j'attends de l'État, c'est ma sécurité. Ah oui, Ah oui. c'est ce que j'ai remis à l'État. C'est ma sécurité que j'attends. Le reste, maintenant, je peux me battre. Mais l'État s'occupe de ma sécurité. Ce sont les missions régaliennes de l'État. Régalienne de l'État. Il n'est pas question, Rosalie, que quelqu'un te brutalise et que tu te plaignes. On nous fait dire qu'il est quelqu'un de privilégié et il a peut-être le droit de t'agresser. À partir de ce moment, tu n'as plus cet État-là ne mérite pas de tout. Ce n'est plus un État. Ce n'est plus un État. Donc nous pensons que nous sommes en train d'attendre le plus rapidement possible qu'on nous dise qui sont ceux qui ont assassiné Martinez-Zogo. Parce que moi,
Je ne leur demande rien d'autre. Je veux simplement les regarder. Je veux les voir. J'ai envie de les regarder. Il faut bien qu'ils soient en capacité de supporter notre regard. Qu'ils ne se cachent pas. Parce qu'ils ont eu à faire, ça veut dire qu'ils ont défié D'une l'humanité. atrocité à nul autre. Donc, on va seulement les regarder. Rien que ça. On va les regarder. Donc, il faut nous donner des noms. On suit les interpellations, mais ça ne suffit pas. Des interpellations, comme Maître a dit, il faudra arriver à des sanctions. Mais en attendant, on voudrait au moins confirmation de qui est coupable, à quel degré dans ce crime crapuleux. L'enquête suit son cours. Voilà, l'enquête suit son cours, mais nous, on veut savoir. C'est-à-dire, on est à tel niveau, on peut déjà confirmer que tel est impliqué à tel degré, que tel est... C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Le reste, là, on va vous écouter attentivement. Et en même temps, il faut lancer l'enquête sur l'assassinat du prêtre Ola Bébé parce qu'il faut passer le message selon lequel aucun crime ne restera plus impuni. Oui. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Tout à fait. Il faut Le ministère public doit pouvoir se qu'on saisir. commence à avoir confiance en notre justice parce qu'en ce moment, il faut reconnaître que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Bonjour à vous à l'antenne. Je suis Augustin Léopold Lumba. Pour les enquêtes impossibles, j'aimerais diriger les enquêteurs à connaître la personne qui donnait le listing téléphonique du coup de fil de M. Amougou Belinga, M. l'ambassadeur de la RCA. Il faut assez regarder là-bas. Bon. Si ça va aider. Hein. Bonsoir à vous, je suis très d'accord avec Bertie. Notre pays est déjà banalisé. Dans mon village, il y a eu ce genre d'assassinat. On a coupé la langue, percé les yeux. Bref, ce meurtre était exactement comme pour Martinez. Donc, ces hautes personnalités-là font déjà comme si le Cameroun n'a pas de loi. Nous attendons seulement la justice. C'est Prince depuis Berthois qui nous écrit bonsoir à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, les enlèvements et les tueries dans ce pays vont s'arrêter un jour. Même s'il faut que le peuple se révolte, nous le verrons volontairement. Nous le ferons volontairement. Je suis prêt pour la révolution. C'est déjà de trop dans ce pays. Merci de signer. C'est vrai qu'il a signé avec des larmes, hein, mais un prénom serait encore mieux. Bonsoir, je voudrais vous proposer d'intituler votre émission Assassinat de Martinez Zogo. C'est un combat. C'est un combat, on va y aller. Autre proposition, qu'il soit construit sur le lieu où le corps sans vie de l'homme des médias a été retrouvé, le monument par sa corporation sur lequel son nom sera gravé en lettres d'or et que ce lieu devienne un site touristique. Adrien de Puncol-Bisson. Lorsqu'on aura déjà les commanditaires et les assassins, on pensera à toute cette décoration. Pour l'instant, le plus important, pour qu'ils soient même inhumés déjà, et avant qu'on pense aux honneurs, c'est qu'on voudrait déjà, et je crois que ça sera le plus bel honneur qu'on peut rendre à Martinez, c'est de révéler au monde entier les noms des personnes qui ont commandité et qui ont perpétré ce crime crapuleux. Je crois que ça va dépasser tous les monuments du monde, surtout que jusqu'ici on n'a pas eu une enquête qui a abouti. Donc si on en a déjà une qui a abouti, il écrira définitivement l'histoire du Cameroun. Ça sera encore mieux que toutes les stèles qu'on pourrait ériger en son honneur. Bonsoir chers panélistes. Pour moi le coupable doit subir les mêmes sorts. Quelle image pour notre pays. Ça dépasse l'entendement. Bonsoir. Je voudrais voir la bonne... voilà. Je voudrais avoir... Oh là là, ça saute. La bonne info, ce que le PDG du groupe L'Anecdote est toujours au CED. Il n'est pas encore rentré chez lui. Serge depuis Kribi, merci, voilà. Il n'est pas encore rentré. Quand il va rentrer, comme on vous a annoncé son interpellation, on va aussi vous annoncer quand il sera relâché, s'il est relâché. Bonsoir Rosalie, on demande à Paul Biya de mettre aux arrêts certains hauts responsables de la République supposés être impliqués dans cette histoire. Et si Paul Biya est lui-même prisonnier de ces gens, il va arrêter qui? Pascal depuis Yaoundé. Bien sûr, on a la salutation d'un téléspectateur qui vous remercie pour le débat. Bonsoir, le plateau. Bon. Il dit que l'ethnie n'a rien à voir dans l'affaire.
Bonsoir Rosalie, à tout le plateau, très belle émission. Vraiment chapeau sur la thématique, vraiment évitons la dispersion. Il s'agit ici d'un noble citoyen camerounais, serviteur de l'État, lâchement assassiné. Alors l'indignation se doit d'être collective pour que ces zombies cachés soient tous appréhendés, jugés et condamnés à mort. Pour cela, maintenons la pression. Le baobab tombera. C'est Cyril qui nous écrit depuis Berthois. Waouh! Martinez est un cadavre de trop dans ce corbillard aux morts suspectes qui font l'embouteillage dans les arcades politiques du Grand R à travers l'épaisse fumée noire du grand... Sacré Thomas. C'est la vitesse où les messages entrent. Le grand, à travers l'épaisse fumée noire du côté d'un Sam, à voir les créatures mystiques. Awanoya. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit: bonsoir à vous, que tous les coupables soient condamnés et que ce problème ne serve pas d'occasion de positionnement. On veut la justice. Merci, c'est David depuis Ambam. Bonsoir Rosalie. Martinez Zogo est d'une dimension nationale. Son assassinat est une dimension internationale. Donc, relégué à une affaire de la Léquier, c'est pas comprendre Martinez. Il a combattu pour son pays, pour le peuple camerounais. Monsieur Bell depuis Yaoundé, qui demande également la justice pour Martinez Zogo. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Il parle des mutilations génitales. On va avancer, hein, parce que voilà. 33, je crois que c'est l'Italie, si je ne me trompe. Je sais plus. Plus 33. Bonsoir le plateau, et je rejoins monsieur en lunettes qui demande comme quoi ce que Martinez Zongo a pu vivre à l'instant. Et je pense aussi que la reconstruction des faits pourra apaiser le cœur des Camerounais. Oui, ça également c'est annoncé aux dernières nouvelles, la reconstitution des faits. Mais maître, avant de continuer à lire, lorsqu'on fait la reconstitution des faits, ça veut dire que vous êtes déjà un peu plus proche de la culpabilité ou de l'innocence? Non, la reconstitution des faits appartient naturellement aux enquêteurs toujours. Non, je demande qu'en ce moment, quand on reconstitue déjà les faits, ça veut dire qu'on se rapproche de la culpabilité ou de l'innocence? Non, de la culpabilité. D'accord. C'est comme ça que nous, on apprend. L'objectif, donc, si on veut reconstituer un fait, ça veut dire qu'on a déjà su que vous étiez sur les lieux. Oui, quand on reconstitue, n'est-ce pas, ça veut dire que l'affaire est en train d'avancer. Et puis, on tend déjà... Ça veut dire en réalité que la culpabilité des accusés est de plus en plus avérée. D'accord. Donc il faut reconstituer. C'est important. Donc, pouvoir éclairer, pour voir clair. Parce qu'on reconstitue parce qu'effectivement, il y a des éléments, des indices, un peu de flou. Oui. D'accord. Dans la recherche de la véracité. Donc vous avez compris, ils sont plus proches de la culpabilité que de l'innocence. Bonsoir, c'est Nada de la Brique, le sang de Martinez. Tous les malfrats dans ce pays vont l'hilaire. Rip Martinez. Bonsoir le plateau. Pour la mémoire de Martinez Zogo, il faut se pencher sur les dénonciations qu'il a fait, car c'est ça qui a mené à sa mort. Juan, depuis Yaoundé. Je pense que pour beaucoup, certains documents sont à portée de main, des qui de droit. Donc, oh là là, à la vitesse où les messages entrent, je ne sais pas comment je gère ça. On va prendre encore quelques-uns. Bonsoir Rosalie. Pardon, c'est Ola Bébé qui a toujours été votre invité là. Oui, c'est lui. C'est le même. J'ai été très secouée en apprenant cet autre assassinat. Bonsoir, que justice soit faite. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. C'est Gaël depuis l'Omnisport qui nous écrit ce soir. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, après Martinez, il me semble qu'on a abattu un autre. On n'en parle même pas. Le Cameroun est devenu une jungle, l'enfer sur terre, manga depuis Bitam. Je crois que si vous avez suivi l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui, on en a parlé. Nous, on fait toujours un effort d'être connectés. Oui. Ah d'accord. Bonsoir Rosalie. Que Madame Cindy arrête cette malhonnêteté intellectuelle. Léon Sawon, on n'a pas dit que le deuil de Zogo était une affaire de la Léquier. Regardons-nous souvent quand nous posons des actes. Cela peut choquer ou pas, mais en commençant par vous-même,
Oh là là, ça bloque. Voilà, ok. En commençant par vous-même, il y a statistiquement une... bon, je ne peux pas... Il y a statistiquement une forte communautarisation de votre parti, chère madame. Rosalie, vous passez votre temps à divertir. Pourquoi ne pas convoquer, vous, jamais les discours du roi Bamoun et du Fon? Bon, ce n'est pas l'objet de mon débat ce soir, donc ça va être compliqué. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, je ne souhaiterais pas mourir ignorant pour ma gouverne. Quelle est la différence entre avocat et juriste? Cette question est adressée aux deux panélistes de droit, Paolo Sopo. Je crois que Awono va vous répondre sur le coup. La différence entre les deux, je crois que Martinez est d'abord fils de la Léquier. Ah, je crois que vous avez ouvert notre débat. De la Léquier, même fils... Avant d'être fils du Cameroun, même si tous les Camerounais sont touchés, personne ne ressentira ce que ressent sa femme et ses enfants. Non, communauté, Eton, Manguissa et tout ça, disent le réplique. Je comprends pas, monsieur Bessala. Depuis Yaoundé, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, madame, ton plateau va me rendre fou. Voilà encore une bombe sur ton plateau. J'ai bien porté mes lunettes pour l'admirer. Il s'agit de Clémence. S'agissant du sujet, madame, cette affaire est très compliquée. Savez-vous qu'un colonel de l'armée camerounaise était au service du patron du groupe L'Anecdote, retraité. Il était retraité. Comment comprendre cela? Qui l'a affecté? Voilà, je pense que j'ai répondu directement. Il était retraité, il n'était plus en service. C'est en même temps son beau-père, puisque c'est le père de son épouse, la dernière en date. Donc il était retraité, il faut restituer. Ce colonel qui était le chef de la garde présidentielle se retrouve dans les sales draps. Une mafia qui a infiltré le sommet de l'État. Le reste de cette affaire est... bon, voilà, c'est Paul depuis Ouagadougou. Je vais m'arrêter là avec vos réactions. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, du tout. Ah d'accord, parce que vous êtes redressé pour souffler. La différence entre juriste et avocat? Oui, la différence est toute simple. C'est que l'avocat fait partie d'un corps de métier. Mais tous les deux ont fait des études de droit. Ouais. Sauf que le juriste ne fait pas partie d'un corps de métier. Il ne fait pas partie du barreau. Voilà. Pendant que l'avocat, lui, fait partie d'un corps de métier. Voilà. Je crois que c'est clair. Lui, il a passé le concours. Oui. Voilà. Le concours du barreau. Du barreau. Donc, il est dans le barreau, alors que le juriste a fait les études de droit, mais lui n'a pas passé le concours. Voilà qui est clair pour vos oreilles. Allez, on va parler de transport. Là, je vais commencer avec vous, monsieur de Fossoquin. Tous ces derniers déplacements, je souffre. Je me suis disputé même avec un chauffeur qui me taxait ses prix à volo. Je discutais encore avec quelques collègues et quelques confrères qui m'annonçaient avoir fait des déplacements ce week-end, 500 de plus, 1000 francs de plus, ainsi de suite. Ça va dans tous les sens. Et pourtant, aux dernières nouvelles, vous avez demandé officiellement une augmentation qui n'a pas encore été analysée et validée. Pourquoi est-ce qu'on souffre déjà comme ça dans ce pays? Est-ce que finalement, ce n'est pas le Camerounais qui a le problème de l'autre Camerounais? Et puis, on a augmenté 100 francs. Ah oui, oui, oui. Eux, ils sont déjà à 500 000 francs, monsieur de Fossoquin. Bien. Merci pour la question. Il faut déjà comprendre que le secteur des transports a vraiment connu une difficulté avec l'augmentation des prix des carburants. C'est-à-dire que nos charges ont augmenté. Et écoutez, vous savez, quand vous avez fait 10 km, vous consommez 1 litre de carburant. Ça fait 100 francs. Ça fait 730 francs. Chaque fois que vous faites 10 km, vous dépensez 730 francs déjà, seulement pour le carburant. Vous comprenez? Et quand vous faites par exemple une moyenne de 100 km, ça vous fait 7300 francs de carburant. Et les taximens font pratiquement 5 heures, 13 heures, 13 heures, 21 heures, 21 heures, 5 heures du matin, les 8 heures. Vous comprenez? Et quand vous avez fait pratiquement 5 heures à 13 heures, très souvent vous êtes entre les 110, 120 km. C'est-à-dire 12 litres de carburant fois 730 francs. Vous comprenez? Et ça vous donne un taux. Et il faut bien que quand vous rentrez à la maison, que vous puissiez laver la voiture. Ça a un prix. Vous laviez aussi la voiture avant l'augmentation du carburant, non? Mais bien sûr, je ne dis pas non. C'est juste pour dire qu'il y a désormais des charges supplémentaires. Maintenant, quand il y a ces charges-là, il faut bien qu'on cherche ça. On a cherché pratiquement
la compensation quelque part. Et ça ne peut être que dans la poche de nos clients. Maintenant, on s'est donc assis. D'ailleurs, nous sortons de cette réunion-là aujourd'hui avec le ministre du Commerce pour discuter des nouveaux prix de transport. Et on a arrêté un prix en ce qui concerne le transport urbain par taxi, par exemple. C'est-à-dire que ça passe de jour désormais à 300 francs et de nuit à 350 francs. Ça, c'est pour le ramassage. Maintenant, pour la question de la course et des dépôts, vous savez très bien que le dépôt et la course, ça devient pratiquement un service, oui, le gré à gré. Vous avez très vite compris. Ça devient un service pratiquement qui est réservé aux personnes qui ont les moyens, n'est-ce pas, de le payer. Vous comprenez? Et pour ça, on n'a pas encore arrêté un taux, mais il faut bien que le dépôt passe pratiquement à 2500 francs et que la course soit dans les 3500 francs, le prix de la course. Mais, bien que ces prix soient arrêtés, il faut comprendre que le principe dans le transport, c'est le gré à gré. Vous comprenez? C'est-à-dire ça doit être 300 Mais si c'était dans le gré à gré, pourquoi vous cherchez à avoir un tarif augmenté? Non, écoutez, il faut d'abord que le principe parce que le transport aujourd'hui passe pour être social au Cameroun, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est le domaine régalien de l'État. Maintenant, comme l'État ne peut donc pas le faire, nous suppléons l'État. Par conséquent, si l'État laisse un gré à gré ouvert, ça sera pratiquement dans les 500 dont vous parlez. C'est-à-dire que ça va aller dans tous les sens. Il faut bien qu'on puisse d'abord déjà homologuer les prix pour avoir pratiquement un seuil. Vous comprenez? Qui est quand même un seuil raisonnable pour que ce soit quand même un prix qui peut être payé par tout le monde. Parce que si on laisse le gré à gré, ça va aller dans tous les sens. Donc on a donc convenu que ce sera 300 francs, n'est-ce pas, le prix de jour et 350 francs de nuit. Donc voilà ce qui est pour le moment arrêté pour que nous puissions rentrer dans nos dépenses, il faut le dire. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut quand même pas... Je reviens sur vos dépenses avant de permettre aux deux autres de réagir pour sortir de cette émission. Oui. Vous avez calculé 700... Moi, je calcule les 100 francs qu'on a ajoutés. Oui, 15%. Donc, je calcule les 100 francs qu'on a ajoutés. Oui. Mettez ça en pourcentage si vous voulez. Ça moi, je calcule les 100 de 15%, francs. oui. Les 100 francs qu'on a ajoutés là, quand Par vous litre. multipliez... Je n'ai pas dit le contraire. Vous avez fait un calcul. Tout à fait. Pour dire que on fait à peu près 100 km dans les 8 heures qu'on fait. Oui. Donc, à 12 km, autant pour moi, quand on multiplie par les 100 francs, ça fait que 1200 qui se sont ajoutés. Ah, ça fait que... Mais maintenant, attendez. Mais maintenant, quand vous prenez à chaque passager qui ne feront pas les mêmes 12 km avec vous. Oui. 50. Oui. Ça dépasse, c'est énorme. Écoutez, très bien. Est-ce que on paye le prix du taxi? Il faudra se poser cette question. Non, vous avez dit qu'on parle sur les chiffres d'abord officiels, Écoutez, avant d'aller voir les parties où on discute de gré à gré avec les transporteurs. Donc, en allant à ce prix-là, on considère que c'est d'abord le prix officiel, avant que nous, on vienne proposer 200. Tout à fait. Pour aller là où on part. Tout à fait. Donc, à partir du prix officiel, on a déjà un problème. Mais le problème, c'est lequel? C'est que vous demandez plus que ce qui a été augmenté en termes de carburant. On emprunte le taxi que pour aller chercher de l'argent. Il faut le savoir. Ah non? Non, pas toujours. Madame, on peut avoir les malades à l'hôpital et dépenser de l'argent. Écoutez, madame, écoutez, celui que vous allez rencontrer à l'hôpital est une relation à vous. Qui est malade? Si vous n'y allez pas, il y aura un problème en retour. Donc on ne dépend pas. C'est pour ça qu'on doit enseigner. On n'emprunte pas un taxi pour rien. Et il faut vous dire que ces taximens-là vivent dans une société où le niveau de vie est autrement élevé. Donc il faut bien comprendre que quand on a augmenté les prix du carburant, il faut aussi qu'ils soient dans la capacité de payer le planter au marché. Vous comprenez? Il faut qu'ils soient en capacité de louer une maison qui est très chère. Donc le problème est très sérieux. Il ne faut pas seulement le prendre dans un angle où vous allez dire on a augmenté, alors consommez cette augmentation et n'allez pas chercher qu'on puisse compenser. Non, vous comprenez donc qu'il faut bien compenser le manque à gagner qui sera le nôtre dans la corporation des métiers. Donc ce n'est que ça le problème. Monsieur Awano. Oui, je crois que ce n'est pas surprenant. Il fallait bien s'attendre à ça. Je l'ai dit, c'est la première fois que l'augmentation des hydrocarbures va amener une sorte d'effet d'entraînement. C'est presque toute la chaîne économique. Transformation en cascade. C'est presque toute la chaîne économique qui va subir des transformations. Et ça va aller dans tous les sens parce que c'est chacun qui va fixer son prix. Parce que le ministre du Commerce ne pourra pas fixer le prix sur tout. La maman qui viendra avec son planteur du village va vous dire, ah, on a augmenté le carburant, j'ai payé plus cher. Avant, j'ai payé telle somme, mais maintenant, j'ai payé plus cher. Du coup, mon plantain doit être vendu encore plus cher. Donc, ça va aller dans tous les sens. Donc, moi, je comprends bien, monsieur Ndefoso, il fallait bien s'attendre à ça. Pour moi, ce n'est pas surprenant. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que l'État du Cameroun ne prenne pas en compte les pleurs du Camerounais. C'est-à-dire que la vie qui devient de plus en plus chère.
Est-ce que notre État du Cameroun prend suffisamment en compte cet état de choses? Il me semble que non. Parce que lorsqu'on décide comme ça d'un coup de pied d'augmenter le carburant, il faut se dire que c'est toute la chaîne économique qui va subir la chaîne. Donc, les Camerounais vont vivre de plus en plus mal. Les Camerounais vont tirer de plus en plus le diable par la queue. Donc, ce que les transporteurs font, pour moi, n'est pas surprenant. Et ça va aller comme ça dans tous les chaînes, dans tous les secteurs d'activité. C'est chacun qui va subir le coût de l'augmentation du carburant et qui va vouloir se faire en quelque sorte justice. Il faut absolument se faire justice parce que... nous, on va subir. Justement, tout le monde va subir et dans tous les secteurs d'activité. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant. Le problème, c'est au niveau de l'État, notre gouvernance, et que dans notre gouvernance, on prend en compte le bien-être du Camerounais. Il me semble que non. Ouais. Madame Cindy, même combien d'interlocuteurs qui disent bonsoir madame, les transporteurs sont des malhonnêtes, ils veulent gagner à tous les coups, on n'a pas besoin d'augmenter le tarif du transport, les charges supplémentaires qu'ils évoquent sont déjà supportées par la surcharge. Oui, en fait, ce que M. Le Fossequin a oublié de dire, c'est que dans toutes ces choses, c'est le taxi, c'est le transport qui va faire en sorte qu'il y aura chamboulement au niveau de la vie. Parce que, pour dire vrai, les autres modifications, oui, parce que ce n'est pas parce que le plantain est cher qu'on a augmenté le prix du carburant. Non, c'est parce qu'on a augmenté le prix du carburant que ceux-là qui vont transporter le plantain vont nous vendre aussi ça plus cher. Donc, si on va dans une chaîne et qu'on va faire une classification, il y aura d'abord le transport et après. C'est ce que je voulais dire d'abord. Le carburant d'abord, le transport, ensuite maintenant les denrées. Maintenant, ce qu'il faut constater d'abord, c'est qu'il n'y a pas eu une réelle anticipation. Parce que, pour le dire, cela ne me surprend pas, parce que depuis très longtemps, il fallait s'y attendre. Mais l'État n'a pas anticipé. C'est ça notre problème. Comme nous on dit au MS, c'est mettre l'homme au centre de ses préoccupations. C'est faire quoi? C'est se concentrer sur le Camerounais. Moi, personnellement, chaque fois je le dis, pourquoi on n'a pas réduit le train de vie de l'État? La première des choses. Pourquoi on n'a pas réduit le train de vie de l'État? Pourquoi on n'a pas réduit le nombre de ministères? Cela aurait pu... Pourquoi on n'a pas réduit les frais de bouche? Parce que quand on regarde, on n'a rien touché sur le train de vie de l'État. Qui paye le prix fort? C'est les Camerounais, c'est nous. Pourquoi est-ce que nous devons souffrir quand certaines personnes, quand une catégorie de personnes ne sentent même pas, c'est-à-dire que n'ont même pas l'impression, parce que eux, ils ont leur bon de carburant, eux, ils ont peut-être leur bon dans les boutiques, je ne sais pas trop quoi, mais nous payons le prix fort, parce que ce que M. Defossoquin dit, les taximens et nous sommes pareils, hein, nous sommes au bas de la chaîne, nous sommes tous ceux-là qui paieront pour que d'autres personnes puissent vivre bien. Moi, je me serais attendu que, avant toute chose, qu'on réduise le train de vie de l'État pour donner le ton, comme j'ai toujours dit. Parce que si on dit que dans un pays où tout le monde doit souffrir, il faut bien que ceux-là qui sont en charge d'un certain nombre de choses puissent aussi ressentir, puissent ressentir un peu ce que nous, les Camerounais, nous allons ressentir dans les jours à venir. Parce que pour le dire, c'est très gentil de dire qu'il y aura augmentation. Mais ça, c'est gentil. Parce que ce qui arrive là, c'est le tsunami. Il faut le dire, les Camerounais doivent s'attendre à un choc. Le choc, c'est quoi? C'est qu'on a augmenté 5%, M. Defossoquin. Quand j'ai essayé de faire le ratio sur le salaire des Camerounais, c'était un truc de 10 000 francs. Ça n'atteint pas. Dans le salaire de base. Bon, dans le salaire de base. C'est 5 000 francs. 105 000, un truc comme ça là. Vous avez 52 500 francs. Vous croyez vraiment que pour quelqu'un qui se déplace pour aller travailler et que le prix du transport augmente, c'est-à-dire qu'il doit augmenter vraiment comme on le dit, alors c'est trop grand, rien, parce que les frais de santé vont augmenter, les frais de l'alimentation vont augmenter, les vêtements vont augmenter, la location va augmenter, parce que le bailleur va vous dire, vraiment tout coûte cher, moi aussi, il va augmenter le prix du loyer, les gens vont vous dire, non, comme... Il ne faut pas mettre les idées... Non, Rosalie, il faut se préparer. Rosalie, il faut se préparer. C'est déjà fait. Parce que ce que je dis toujours, c'est que il faut bien dire au Cameroun, c'est qui va arriver là. Et c'est pourquoi nous demandons aux gens, il faut que je chute. Il faut s'inscrire sur les listes électorales pour bouter les gens là loin et permettre à des gens qui ont une vision comme nous de pouvoir mettre l'homme au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que nous pensons aujourd'hui qu'il faut réduire le train de l'État, il faut réduire le nombre de ministères. Nous n'avons pas besoin de 63 ministères dans un pays où le SMIC est à 30.
de 7 000. Je vous assure, où les frais de bouche s'élèvent à plus de 1000 milliards dans un pays. Les frais de bouche, c'est-à-dire les colloques, les pédièmes, les machins, les choses que les gens organisent juste pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'on appelle ça les frais de bouche. Vous avez vos frais de bouche. Là-bas, c'est là quoi comme frais de bouche? Le motoman a quoi? Le taximan n'a rien. Moi, j'ai pris un exemple. Pour sortir. Est-ce que vous savez que très peu de taximans construisent, ont des maisons ou vivent décemment? Tout le monde ne construit pas. Non, attendez, vivent décemment. Moi, je vous l'assure. Moi, je connais trois qui sont polygames. J'ai dit vivre décemment, c'est pas parce qu'on est polygame. Non, on ne peut pas être polygame. Il a une appétit sexuel, c'est tout. Il a une appétit sexuel. Vous savez, le français, quand il dit quelque chose, il a dit quelque chose, le pauvre doit toujours faire quelque chose pour pouvoir souffler. On n'a pas l'appétit sexuel dans la misère. Jamais. Ça coupe même l'appétit sexuel. Ça, je peux vous le dire. Non, il s'occupe à vouloir vraiment dire que vraiment, même s'il n'est pas l'argent, il faut quand même que j'ai les femmes qui me gâtent un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est un secteur qui n'est pas trop beau. Parce que quand vous voyez, moi je prends un exemple, je causais avec un chauffeur de général qui me donnait son salaire, mais attends, je tombais de nu. Ces gars n'ont pas un salaire comme vous pensez. Alors ils doivent faire le racolage, les surcharges. Et dans ces surcharges même, les policiers sont complices. On vous dit qu'on ne doit pas surcharger, mais quand vous surchargez, là, vous passez, ils donnent 500 gars, la vie est dure. De toutes les façons, on va revenir, hein, monsieur de Fossouken, parce que il y a trop de problèmes là. Oui, mais il faut dire. Mais le temps d'empathie à l'émission est arrivé à son thème. Mais il faut dire. 30 secondes. Il faut dire qu'aujourd'hui, on s'est entendu sur le secteur urbain, mais on n'a pas été très d'accord avec l'interurbain, parce qu'on ne peut quand même pas augmenter. 500. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On ne peut pas augmenter le prix du carburant et on ne passe pas de 14 francs le kilomètre à au moins 16 francs le kilomètre. Donc, et même quand on passe à 16 francs le kilomètre, nous avons accepté aujourd'hui, avec le gouvernement, qu'on puisse voir dans quelle mesure les enfants paieront 7 francs le kilomètre, par exemple. Laissez les affaires des enfants, vous n'avez jamais appliqué ça. Non, on l'applique. N'était-nous, les enfants n'iraient pas à l'école. Ça, il faut le savoir. La plupart des élèves payent 100 francs. Non. Mais, écoutez, Rosalie, sans les transporteurs urbains, les élèves n'iraient pas à l'école. C'est-à-dire que nous faisons le maximum pour les amener à petit prix à l'école. D'accord. Parce que nous sommes conscients de ce que ce n'est pas évident. Donc vous voulez augmenter que 3 500 devienne 4 000, c'est ça? Écoutez, si ça devient... que moi-même, je vais voir votre problème à partir de là. C'est quand même un Non, il n'y a pas de compensation qui tient et puis, Rosalie, il n'y a pas seulement le prix, hein, parce que le prix, non, on l'a dit au gouvernement, on peut nous donner ça de la main droite et récupérer de la main gauche. Comment? Les tracasseries policières. Non, on ne peut pas gérer les tracasseries policières. Les contrôles policiers excessifs, vous comprenez? Non, mais ça ne concerne pas les caisses de l'État. Parfois, ils ne servent à rien. Est-ce que ça peut être dans les caisses de l'État? Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne. C'est pour ça que nous disons, il faut qu'on améliore l'environnement de travail pour nous permettre, n'est-ce pas, quand on a eu le petit qui nous donne la qu'on puisse au moins garder ça dans nos poches. D'accord. La police... Non, vous allez revenir, on va parler de l'autre problème là, et de vos surcharges. Bonsoir à tous, je suis avec beaucoup d'attention à la presse audiovisuelle télé depuis la disparition du journaliste Martinez Zougo. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Info TV qui fait un travail formidable sur le sujet. Par la grâce de Dieu, justice sera faite. C'est Serge Senam qui nous écrit depuis le Bénin. Voilà, c'est pourquoi j'ai lu son message. Hein. J'avais déjà traversé. Ils sont nombreux comme ça de nous écrire partout. Il fallait que je fasse plaisir au moins ça avant de partir. Merci à vous trois, à vous quatre d'avoir été là ce soir. Vous reviendrez, j'ai trop de problèmes avec vous. Allez, merci Vincent. Merci à Ben Valls. Merci à Janvier Kingi. Merci à Marcel Ngono, à Jean-Martin Kefa, respect, Monsieur Dieudonné-Va. On se retrouvera demain, même heure, 17h. Même chaîne de télévision, Info TV, parce que c'est ici que ça se passe. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.